Salut Internet, petit disclaimer rapide avant la vidéo. Voilà, on voulait vous faire un truc un petit peu joli, donc on avait mis un nain de jardin en premier plan, et on n'avait pas forcément prévu que pendant toute l'interview, la caméra, elle serait un petit peu emmerdée entre sur quoi est-ce que je dois mettre le focus. Est-ce que je dois mettre le focus sur le nain de jardin ou sur les intervenants? Donc vous allez voir que des fois il y a un effet un peu mec bourré au visionnage. Bon, on s'est dit qu'on pourrait vous faire un podcast, mais comme l'image est quand même à peu près correcte 95% du temps, bon bah on vous l'a laissé, voilà, on s'excuse pour ce petit couac technique. En ce qui concerne la vidéo en elle-même, on raconte une anecdote qui nous est arrivée avec Adoméos et moi-même, donc on rentre pas tout de suite dans le vif du sujet. Si jamais vous avez envie de rentrer directement dans le vif du sujet sans passer par l'anecdote, bah voilà, passez pour en arriver au moment où on parle un peu des addictions. Et puis je vous invite surtout à rester jusqu'à la fin puisque nous vous parlons d'un personnage qui est probablement le plus grand taré de toute l'histoire de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychanalyse réunie. Personnage très très peu connu, voilà, que j'espère vous aurez du plaisir à découvrir. Bonne vidéo. Alors, bah écoute, on avait promis une troisième partie à l'époque. Je pense que parmi tous les spectateurs de cette vidéo, il y en aura beaucoup qui auront vu les deux premières. Mais pour rappel, on avait parlé de, c'était il y a 2 ans déjà, on avait parlé de, presque 2 ans, de retour du religieux en période de crise. J'ai vu que cette année, t'as vu, le nombre de baptêmes a complètement explosé, c'est normal en fait. C'est que la modernité commence à se rendre compte qu'on ne peut pas vivre sans spiritualité et que la promesse des athéistes de vivre sans spiritualité est un pur mensonge. Au mieux, ils ont une spiritualité qui leur refoule, mais ils ont une spiritualité quand même. C'est fou parce que ouais, ça fait à peine 2 ans, et là on voit les résultats. Ben c'est... Oui. On avait abordé quoi d'autre? On avait parlé de spiritualité des élites aussi, dans la deuxième partie. On avait parlé de la fin du wokisme, pareil, hein. 1 an et demi, on a parlé de fin du wokisme. Et voilà, mais ce qui est normal, c'est quand on comprend à peu près le monde, on a un petit coup d'avance, c'est le principe. C'est ça, c'est ça. Bah là, on y a assisté cette année, là. La destruction de ce mouvement. C'est quand même beaucoup moins en vogue déjà. On avait parlé de psychologie évolutionniste, de peur du rejet, de tout ça. Je pense qu'on va... Et puis on a aussi du recul hein, sur le wokisme comme ça. Hein. Moi j'ai vu là un papier il n'y a pas très longtemps qui montrait que 1 an après des injections, justement les changements de sexe, etc., tu avais 34% des gens qui souffraient de graves détériorations de leur santé mentale. Enfin, à un moment donné, rien qu'on n'aurait pas pu prévoir. Hein. C'est juste la validation a posteriori du fait que c'est un désastre. Évidemment. C'est assez évident, ouais. C'est assez évident. Le gros sujet sur lequel je voulais te lancer aujourd'hui, c'était... Qu'est-ce que c'est que cette casquette ? Oh putain. Évidemment, c'est ce que tout le monde se pose. Voilà. Donc non, pardon, parce que je me permets de faire un petit peu de pub comme ça, voilà. Donc je vous mettrai un petit lien dans la description si ça vous intéresse. C'est quelque chose, voilà, c'est un ami qui fait ça, donc j'ai fait un petit coup de pouce. C'est très joli. Voilà, ça s'appelle Taxer l'État et j'ai trouvé très très sympa ce slogan. Parce que c'est un slogan qui fait réagir et qui est pas trop violent, qui est pas trop violent parce que tout à l'heure on est allé bouffer les fruits de mer et... Ça dépend du niveau de réaction chez les gens qui le lisent. C'est ça, parce qu'on est tombé sur un gars qui nous a sauté dessus à la fin du repas, alors juste manger avec la casquette. Tu veux raconter? Ah bah le mec est arrivé, c'est un hater dans la vraie vie. Voilà, oui c'est ça, c'était littéralement un commentaire YouTube dans la vraie vie comme ça. Il nous a sauté dessus en lui disant mais... Il a dit, je n'ai jamais vu une casquette aussi bête. Et moi j'ai cru qu'il avait dit aussi belle. Donc j'ai lui dire, mais mec, bien sûr c'est génial et tout. Et non, en fait il n'était pas content parce que pour lui, nous faisions le jeu du... Comment il a dit ? Elon Musk. Du libertarianisme le plus crade. C'est pas crade qu'il a utilisé. Infâme? Non. C'était... Je sais plus, mais en tout cas, il était très en colère. Il en avait gros sur la patate. Il fallait qu'il nous en fasse part, quoi. Mais en tout cas, ça l'a beaucoup choqué. C'était intéressant parce que c'était quasiment un paranoïaque dans sa forme chimiquement pure. Et c'est intéressant parce que le parano, j'en avais parlé dans la vidéo sur la paranoïa, mais le paranoïaque, par définition, il n'y a que lui qui l'intéresse. Et donc, engager avec un autre être humain un rapport humain justement sur la base de ce que vous portez complètement stupide, c'est quand même engager un rapport humain sur la base d'un sacrifice, tu vois, et c'est intéressant parce que ça illustre le fait que le paranoïaque, en fait, la seule façon pour lui qu'il y ait un autre, c'est de le sacrifier. Sinon, il est tellement seul, tu vois, que la seule façon qu'il y ait
autre chose que son nombril, me, myself and I, c'est qu'il y ait cette friction-là, et j'ai trouvé ça assez terrible. C'est vrai que à tous les coups, ce mec, il parle très rarement à des inconnus. Enfin, c'est la première fois de sa vie, ça se trouve, qu'il aborde un inconnu. C'est juste pour essayer de le sacrifier et de lui dire qu'il devrait avoir honte et que ce qu'il fait, c'est scandaleux. Et que ce qu'il porte, c'est scandaleux. Ben c'est ça. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, quand j'aborde quelqu'un que je ne connais pas, la plupart du temps, c'est pour lui faire, je sais pas, ou un compliment sur sa tenue, ou pour lui pour lui poser des questions sur son chien, enfin, c'est plutôt un truc amélioratif. C'est plutôt pour créer de la relation, pas pour la sacrifier d'entrée de jeu. Et c'est ça. C'est ça. Or là, c'est intéressant parce qu'on voyait qu'il a pas réussi à se retenir quelque part. Non, à un endroit. Il pouvait pas. Ouais. Bref, donc si vous voulez attirer donc comme moi tous les paranoïaques ambiants, vous pouvez faire là donc l'acquisition de cette magnifique casquette. Je vous mettrai le lien en description. Après, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont totalement en accord avec le message. Oui, aussi. Donc je pense que c'est aussi un moyen de nouer des relations et de pouvoir rencontrer des gens qui partagent tes idées dans le vrai monde, parce qu'il y en a plein. Mais aussi. C'est un moyen je trouve que c'est un moyen de les assumer assez facilement, de manière pas trop violente. Bon, les pires des paranoïaques vont quand même prendre ça pour une agression, mais je pense que c'est très rare. Première fois que... Moi, personnellement, c'est vraiment la première fois que je vois un hater dans la vraie vie. Moi, je l'ai eu aujourd'hui, je l'ai porté que depuis aujourd'hui. Donc... C'est peut-être ta gueule aussi qui fait que c'est sa casquette avec ta tête. Il s'est dit, c'est très possible. Lui, c'est un danger, quoi. Mais ce qui est pour finir avec cette anecdote, parce qu'on va pas faire toute la vidéo dessus, mais ce qui était marrant, c'est qu'il a commencé en disant, mais ça n'a aucun ssens. Oui. Et je vais pas envoyer vers ma vidéo ce que tu dis n'a aucun sens, mais c'est marrant parce que réagir à quelque chose dont on croit qu'il n'a aucun sens, c'est vraiment penser vraiment et postuler et assumer de penser qu'autrui est un imbécile. C'est exactement ce qu'il a dit. Et donc ça, c'est vraiment marrant parce que c'est une absence totale de remise en question de soi-même et de sa propre capacité de perception, ce qui est malheureusement standard dans la paranoïa. Bref. Ouais, il a dit, mais vous êtes idiot de porter ça. Voilà. Ça n'a aucun sens, enfin. Voilà. Bon, c'est comme ça. Ouais, c'était marrant. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je voulais te lancer surtout sur un sujet, un truc que je remarque très souvent, c'est l'addiction au stress. Et pourquoi est-ce qu'on devient accro à ce qui nous détruit d'une certaine façon? Pourquoi est-ce qu'on devient accro à ce qui nous fait mal, à ce qui nous fait souffrir? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et pourquoi est-ce que on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, ou peut-être même que c'est simplement de plus en plus assumé, parce qu'il y a une espèce de mouvance de se faire mal, c'est bien, mais en tout cas c'est quelque chose de très courant. D'où ça vient ça? Et qu'est-ce que ça dit de nous? À mon avis, on n'est pas accro au stress, c'est pas vrai. Je pense qu'on est accro à comment le stress nous fait nous sentir. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre sans stress. Si le stress est trop faible, il dépérit et ses capacités fondent comme neige au soleil. Donc il y a une zone optimale de la bonne quantité de stress. C'est vrai que... Yerkes Dodson. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, dans nos sociétés, tu le sais mieux que quiconque, quand on parle de stress négatif, c'est devenu un raccourci. Oui, on amalgame tout, on amalgame les sources de stress, les réactions de stress. Voilà. Et je crois que le stress nous permet de nous sentir vivants. Parce qu'il y a des embûches, des obstacles, on les surmonte, et ça remplit chez l'humain une fonction qui est la lutte contre l'angoisse de mort, l'angoisse d'anéantissement. Or, tant qu'on affronte des défis et qu'on y survit, on peut se sentir vivant, mais a priori, l'immense majorité des gens que j'ai pu croiser qui étaient accros au stress étaient en réalité accros au fait de se sentir ce que permettait le stress. Parce que quand ils sont pas en train de faire quelque chose, ils n'arrivent pas à se sentir et donc ils angoissent parce que c'est le vide et c'est l'inconnu. C'est ça. Et quand on leur propose d'autres visions de la relation à eux-mêmes, notamment de se sentir directement, parce que la stratégie la plus simple pour se sentir, c'est de se sentir. Pardon pour l'aspect incroyablement redondant du tuyau, mais enfin voilà. Il faut constater que énormément d'êtres humains ne sont pas au courant de cette stratégie, aussi simple soit-elle. Et donc l'essentiel pour se sentir, c'est de se sentir. Et en général, les addictions partent très rapidement à partir du moment où les gens ont intégré ça. À partir du moment où les gens se sont intégrés, en fait.
Enfin, se sont reliés à eux-mêmes. Bah, on fait retour vers eux-mêmes, oui, et se sont rendus compte qu'ils étaient toujours là, instant après instant, qu'ils ne s'anéantissaient pas s'ils cessaient de l'activité. En fait, c'est la croyance fondamentale dans le faire que c'est le faire qui fait être. À partir du moment où on a inversé ça, on s'est rendu compte que c'est l'être qui permet de faire, les gens se calment, et il y a vraiment une espèce de douce tranquillité qui peut s'installer. Et tant qu'on l'a pas intégré, on se fait avoir. Oui. C'est d'être, oui, oublier d'être, c'est se faire avoir. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette phrase. Tu vois, ça c'est un sujet, si on en avait parlé dans notre première vidéo il y a 1 an et demi, 2 ans, je l'avais simplement compris au niveau mental, mais je l'avais pas encore parfaitement intégré. Aujourd'hui, c'est le cas. Et du coup, je l'observe d'autant plus, je le vois, ça m'est beaucoup plus visible, parce qu'avant j'étais en plein dedans. Aujourd'hui, je vois tout le monde se vautrer là-dedans, et être accro à la suractivité, à la surstimulation, parce que ça leur permet de se sentir. On notera, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est la conséquence directe de l'effondrement des valeurs spirituelles. Parce que quand on est dans une forme de présence, de méditation, d'oraison, de prière, vous appelez ça comme vous voulez, il y a une présence qui est là de fait et qu'on constate. Et donc, la suppression des valeurs spirituelles crée un vide qui va ensuite être rempli par le faire et l'hyperactivité, évidemment. Et il est bien rempli, ces temps-ci. Et le capitalisme permet ça, parce que justement, le capitalisme va ensuite nous vendre de quoi combler notre vide avec des stages, avec des objets, enfin bref, avec de la merde. Et en même temps, quand tu veux essayer d'amener les gens sortir du faire pour toucher l'être, et que tu veux vendre ça, pas évident, puisque par définition, vendre du rien, ça n'est pas très sexy. Mais c'est pas vraiment du rien dans ce cas-là qui est vendu, c'est la capacité justement de sortir de cette spirale permanente du faire. Donc, est-ce que vendre, par exemple, une cure de désintox contre l'alcool ou le cannabis, c'est rien, tu vois? C'est pas rien. Non, mais il y a un vrai sujet, il y a une vraie matière, et il y a matière à ce que ce soit vendu, mais ça n'est pas marketable. Et c'est bien dommage. Enfin, c'est bien dommage. On peut aussi dire l'inverse, que heureusement ça ne l'est pas. Je dis ça parce que je suis en plein dedans, tu vois. C'est ce que je fais. Enfin, c'est ce que je prétends faire. Quelque part, moi, c'est ce que je délivre aussi comme discours sur ma chaîne, tu vois. C'est ce retour à une forme d'essentiel, mais avec des moyens concrets aussi. Parce que c'est facile de rester dans des grandes phrases générales, génériques, tu vois, revenez à la présence, ok. Mais après, c'est concrètement, parce que énormément de gens sont perdus sur comment faire. Parce que justement, c'est un paradoxe que je dis, parce que c'est pas une question de faire, mais comment cesser de faire, justement. Ils sont tellement conditionnés dans le faire qu'ils disent comment faire alors qu'il s'agit justement d'autre chose. Et ils rebouclent. Voilà, mais comment faire pour ne plus faire? Exactement. Mais là, je boucle. Il y a un truc aussi, ça me fait penser à quelque chose que je remarque souvent ces temps-ci, c'est que les gens sont tous addicts à différentes choses et qui vont avoir tendance à remplacer une addiction mal acceptée socialement par une addiction qui sera beaucoup plus. Je prends l'exemple, quelqu'un qui est accro à la drogue, qui est accro à la cocaïne, un jour il va se mettre au trading. C'est beaucoup plus gratifiant socialement de dire je suis trader que de dire je suis accro à la cocaïne. Bien sûr. Pourtant le niveau de stimulation sensorielle est à peu près le même, tu vois. Et les conséquences sont assez similaires aussi, je pense. C'est simplement parce qu'il y aura probablement plus de problèmes sur la santé avec la cocaïne, encore que, effectivement. Ouais. C'est histoire de ne pas être un poids pour la société, ça passe mieux en société, quoi, alors que sinon... Et puis il y a ce phénomène-là dans le travail, dans l'addiction au travail, dans le fait de se vautrer dans le travail. Et en plus, c'est un truc qui est survalorisé aujourd'hui. Mais de moins en moins, justement, les gens de la génération qui arrivent, là, n'ont plus envie de passer leur vie à travailler. Oui, mais ça boucle un peu, parce qu'ils n'ont plus envie de passer leur temps à travailler dans un boulot qu'ils n'ont pas choisi. Mais donc, ils vont se dire, moi, je veux de la liberté. Donc, ils vont devenir entrepreneurs. Ils vont choisir de faire ce qu'ils veulent. Et ils vont se défoncer pendant leur vingtaine pour... Il y a ça, et aussi, mais ils vont s'enfermer là-dedans et retomber sur les mêmes mécanismes où ils vont redevenir accros au travail et s'enfermer là-dedans et ne plus rien faire d'autre et ne plus se laisser le temps d'être puisqu'ils seront toujours en train de faire. Tout à fait. Et ce sera valorisé. Il y a quelques années, dire je suis entrepreneur, c'était pas valorisé. Aujourd'hui, c'est devenu valorisé. C'est devenu gratifiant au sens labori du terme, tu vois. C'est devenu presque une fierté. Sauf qu'en fait, on boucle sur les mêmes trucs. À quel moment, selon toi, est-ce qu'il faut se poser la question de est-ce que mon rapport à la surstimulation, mon rapport au stress, mon rapport à la souffrance bascule du côté pathologique de la chose, et à quel moment est-ce que je suis encore dans un truc qui peut être considéré comme sain de
Bah, je peux pas être toujours dans le confort, il faut aussi des fois que je me mette des contraintes, qu'il y ait de la difficulté pour pouvoir avancer, pour pouvoir bâtir. À quel moment est-ce que on bascule dans quelque chose de pathologique et de forcément malsain? La réponse la plus évidente et de premier niveau, je ne vais pas en rester là, mais la réponse bateau que feront les psychologues bateau, c'est quand il y a souffrance. Bon. Okay. Mais ça, c'est vraiment une réponse de premier niveau qui ne prend absolument pas en compte le contexte socioculturel, l'histoire, le niveau de réalité, etc. Pendant des siècles et des siècles, ce qui était problématique, c'était lorsque ça empêchait la personne de jouer son rôle actif dans la communauté. En gros, quand la personne ne pouvait plus jouer son rôle, ne pouvait plus travailler, ne pouvait plus... Voilà. Aujourd'hui, à l'époque contemporaine, on est passé d'un centrage sur le groupe à un centrage sur l'individu, et donc c'est quand il y a souffrance individuelle. On voit bien en fait que c'est dépendant de tout un système de valeurs, de tout un système de représentation, et que ça, c'est vraiment une réponse anthropocentrée sur notre petit référentiel que la plupart du temps on ne réfléchit pas. En fait, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est très intéressant d'étudier comme ça, tu vois, l'historique de l'épistémologie de la santé mentale. Tu vois, par exemple, les vétérinaires, pendant très très longtemps, sur les animaux, ils disaient « Ah non, les animaux ne peuvent pas ressentir de douleur. » Tu vois ? Genre, tu pouvais brûler des chiens, ils disaient non mais c'est des animaux, on dirait mais quand même ils piaillent, ils se débattent, ils font machin, etc. Ils disaient non, c'est pas. Alors après ils sont rentrés en phase de négociation. Tu sais, au départ c'était du déni, après ils sont rentrés en phase de négociation. C'était alors c'est pas de la douleur, c'est de la nociception. Tu vois. Alors tu vois le langage. La nociception, c'est on commence à accepter qu'il y a un système nerveux quand même. Oui, non mais en gros la nociception c'est de la douleur, mais là c'est le simple fait d'avoir un autre terme, ça disait ah c'est pas pareil, tu vois. Et maintenant ils en sont à non mais alors ils peuvent ressentir de la douleur, oui, mais pas de la souffrance, tu vois. C'est-à-dire que c'est l'archétype, la phase c'est vraiment de la négociation. Oui, parce que pour ressentir de la souffrance, il faut qu'il y ait de la conscience. Et voilà, etc. Bon. Ouais, okay. Sauf que derrière, quand tu regardes un peu, t'as plein d'études sur la psychologie des animaux et tu vois qu'ils ont une théorie de l'esprit, etc. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo avec Bégodeau où j'avais évoqué le fait que les chiens, par exemple, avaient un sens de la justice, par exemple, etc., etc. Bon, bref, tout ça pour parler de la relativité, en fait, des standards qu'il y a, que ce soit pour les animaux, pour les humains aussi. Donc, à partir de quand, en fait, je crois qu'il n'y a pas de réponse à donner dans l'absolu. C'est vraiment la personne, selon son propre niveau de conscience, qui va déterminer ça. Et tu retrouves ça dans les différents paradigmes en psychologie. C'est-à-dire que tu as des psychologues où leur job, leur boulot, c'est simplement d'apaiser la personne pour qu'elle puisse retourner se faire exploiter, tu vois. Et tu as des gens, ils disent « Ah ouais, j'ai fait 5 ou 6 séances de psy, je peux retourner à l'usine » et ils sont contents. Et parfois, est-ce que ça relève pas même d'aider la personne à se dissocier encore plus? Mais il y en a qui font ça, d'où le succès de l'hypnose aujourd'hui, et moi c'est pour ça que je m'inscris en faux avec ça. Mettons sous le tapis ce qui fait mal, voilà. Dissocions-nous encore plus, objectivisons-nous encore plus, voilà, pour supporter cette vie insupportable. Exactement. Donc ça dépend du praticien qui va accompagner, et ça dépend du paradigme et du niveau de réalité de la personne. Et de sa capacité à s'aimer et à s'écouter aussi. Exactement. Ce qui s'apprend à un certain niveau, mais le siècle n'en est pas encore là. Le gros 90% de la population française n'en est pas encore à s'aimer. Ouais. Parce que si il s'aimait, la vie sociale actuelle n'aurait absolument pas cette forme. On ne supporterait pas que des gens soient éborgnés, on ne supporterait pas que des pervers soient au pouvoir, on ne supporterait pas d'être taxé à 58,2 je crois, etc. Oui, ça dépend de la personne. Tu vois, pour un mec, je pense à l'exemple des Jérôme Le Banner qui combat, qui se brise le bras pendant le combat qui continue. Bah pour lui, arrêter le combat quand il se casse le bras, ce serait déjà s'aimer un peu plus. Bah c'est se faire dépendre du résultat. Ouais. Alors c'est beau, il y a une esthétique du désamour de soi. Oui. Il y a vraiment qui a inspiré les artistes depuis la nuit du temps. À un endroit, énormément d'artistes trouvent leur système de motivation sur leur désamour de soi qui est sublimé. Ouais, c'est vrai. C'est tragique, mais n'empêche que. Si on est capable de sublimer à peu près n'importe quoi. À peu près n'importe quoi. Tout ça pour toujours se raconter une belle histoire et dormir la nuit et ne pas voir qu'on se détruit en fait. Bien sûr. Prenons le référentiel du jeune mec entre 20 et 30 ans qui décide de s'extraire d'une échelle de dominance hiérarchique salariale, qui décide de monter sa propre entreprise dans un pays comme la France, avec les contraintes et les avantages aussi que ça implique. Bah déjà, il est un peu teubé, déjà. Disons qu'il est très attaché à sa famille, à ses racines, voilà, okay, sa famille. Ok, ça va.
Et ben lui, comment est-ce qu'il... Enfin, c'est même pas suffisant comme catégorisation, parce qu'en fait, il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent qui peuvent le pousser à rester en France. Mais oui, je suis d'accord. Non, mais je parle même pas de ça, mais j'allais demander à partir de quel niveau est-ce que ce mec-là peut se dire, ok, là, ça devient contre-productif, et là, je suis en train de me faire du mal, et je suis en train de jouer contre moi-même. Mais en fait, c'est trop compliqué de répondre à cette question. Mais c'est ça, vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas, et ça dépend vraiment de son niveau d'amour de lui-même. Heureusement, la nature est bien faite. La plupart du temps, quand on se déteste, on n'en a pas conscience. Tu vois, la nature, elle est formidable. Bon, voilà. Et c'est quand tu commences à prendre conscience que tu te détestes que ça peut vite partir en couille, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, en ce moment, je parle souvent du fait que, avant de démarrer une thérapie, on est à un certain niveau, on fonctionne à peu près, il y a des béquilles, machin, le système nerveux a fait son taf, à peu près, pour qu'on puisse survivre. Et que quand on ouvre la boîte de Pandore, on s'effondre, on a la traversée du désert avant de remonter si on est bien accompagné. Et ben, le moment où on ouvre la boîte de Pandore, c'est typiquement le moment où on peut peut-être se rendre compte qu'en fait, on se déteste. Et donc, si on n'est pas suivi à ce moment-là, ça peut vite se retourner contre nous. Et c'est parce que ça peut se retourner contre nous qu'il y a des addictions. Qu'il y a des addictions pour compenser ça, et que surtout notre propre système nous interdit d'aller voir ça. Mais prends par exemple le cannabis. Le cannabis, on a vu que ça utilise certains réseaux de neurones qui traitent la sérotonine. En fait, quelque part, le cannabis, c'est une façon pour le système nerveux, parce que la sérotonine qui est une hormone qui est fortement sécrétée lorsque l'on a des relations humaines satisfaisantes. Quelque part, on pourrait donc, je simplifie évidemment, mais dire que le cannabis est un substitut pour le système nerveux de relations sociales satisfaisantes. C'est une façon de hacker son propre système nerveux, de sorte à ne pas avoir à payer le prix de relations réellement épanouissantes, tout en leurrant son propre système sur le fait que tout va bien, je me sens appartenir à un ensemble unifié, épanouissant, etc. Donc ça va demander, sur ce type d'addiction particulière, une véritable introspection, de voir quel problème j'ai avec la relation à l'autre. Alors, là encore, je dis d'énormes généralités, mais bon... Oui, mais on est obligé de faire ça. Voilà, si c'est valable pour 70% de l'audience qui consomme du cannabis, c'est déjà très bien. Très très souvent, il y a énormément de gens qui ont un terrain, une inclinaison vers cette substance en particulier, où ce sont des gens qui, dans le fond, n'ont aucune envie de rencontrer l'autre, parce que l'autre, c'est un autre qu'on ne peut pas contrôler. Par définition, l'autre en tant qu'autre, il nous emmerde, il nous dit non, il nous... Ouais. Non, mais je pense au mec de tout à l'heure, du coup. Ah oui, je pense pas qu'il ait cette inclinaison-là, mais en tout cas, parce que être en relation avec l'autre, c'est ne pas pouvoir le contrôler, et c'est être confronté à son impuissance aussi. Celle de l'autre ou à la sienne? Les deux, en réalité, les deux. C'est la sienne à dire je peux pas faire que l'autre aille là où je veux, réagisse comme je veux, soit qui je veux qu'il soit. Et puis d'être confronté à l'impuissance de l'autre aussi, à nous aider, à nous rejoindre, c'est ce que les psychanalystes disent, c'est un de mes grands dadas, mais il n'y a pas d'autre de l'autre en l'autre. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est vivre une espèce de vide. Sauf que si on est en relation avec un autre réellement, on va voir son vide. Et tant qu'on ne veut rien savoir de son vide, alors dans ces cas-là, le cannabis c'est bien, ça permet de faire l'économie de tout ce travail introspectif quelque part. Je trouve ça intéressant parce que ça, pour moi, ça explique pourquoi les autorités, les gouvernements modernes, contemporains, mettent autant sur la table ce sujet de légaliser le cannabis. Oui. Parce que du coup, c'est non seulement un calmant social, mais c'est aussi un sédatif. Complètement. Qui permet de substituer le manque de relations. Complètement. Et ça permet aussi de maintenir tout un pan de la population dans un état d'immaturité du système nerveux qui est le même que quand on avait, toi je sais pas comment c'était, mais 12, 13, 14, tu sais, les premiers émois, où on a une fille et on dit « Oh, j'aimerais bien, oh, est-ce qu'elle veut sortir avec moi ?» Tu sais, ce moment où on est gauche, mais à un point terrible et d'une maladresse hallucinante, et où justement, là, plutôt que d'y aller, tu vois, de rassembler un peu sa testostérone et d'y aller, alors on va rester à rêver l'idée que, et la substance va nous permettre de nous... Je fais ce geste-là comme si on s'injectait le cannabis, ça se voit que j'ai jamais pris de cannabis de ma vie. Ça se fume, ça se mange en space cake, mais ça ne s'inocule pas. J'ai entendu des gens qui m'ont raconté qu'ils se faisaient des soupes de cannabis, aussi, ça je connaissais pas. En tout cas, anyway, voilà, on reste dans cet état d'immaturité affective et on ne se frictionne pas à l'autre de l'autre.
Et ça, c'est vraiment une façon de rester, c'est même pas adolescent, c'est préadolescent dans son rapport à l'autre. Il n'est donc, pardon, là je vais quand même y aller un peu à boulet rouge, mais il n'est donc pas étonnant que les gens qui encouragent le plus la légalisation ou la dépénalisation du cannabis soient la gauche, qui ont en fait ce même rapport préadolescent ou adolescent à l'autre, Tout le réel. dans lequel, oui, il y a tout le réel, en fait, tu as raison, dans lequel l'autre est une idée, tu sais, c'est une idée d'altérité, c'est pas une vraie altérité. Il y a rien de plus intolérant, étude à l'appui, ce que je dis là n'est pas une opinion, il y a des études qui sous-tendent ce que je dis, que l'altérité, vraiment, quand on la mesure scientifiquement parlant, n'est pas du côté de la gauche, c'est important de le savoir. Par contre, l'idée d'altérité, le discours d'altérité... Les idées précieuses sont là. Voilà, là, pas de problème, évidemment. Les valeurs de surface sont celles-ci, mais Voilà. quand tu creuses un peu, non, il n'y a pas. Exactement. Je Il y a vous de renvoie à ma l'intolérance vidéo hystérique. avec Bégodeau où il a été incapable de reformuler ce que je disais, alors que quand on y a de l'altérité, on est capable de reformuler ce que dit l'autre. S'il y a de la présence et de l'altérité, c'est le b.a.-ba. Et si encore c'était que lui, on s'en fout, mais c'est un test que j'ai fait 1 million de fois et qui, avec une reproductibilité, qui retombe sur le résultat des études et la boucle est bouclée. Mais je pense que c'est un des trucs qui est le plus facile à vérifier empiriquement. Bien sûr, évidemment, j'invite les Genre, il n'y a pas les auditeurs à faire le test. Il n'y a pas beaucoup d'autres sujets d'études scientifiques qui corroborent autant avec l'expérience empirique de la plupart des gens. Et c'est vraiment la science à portée de toutes les bourses. Il n'y a Ah bah besoin non. d'aucun laboratoire et aucun matériel. Et d'ailleurs, c'était la même chose avec cette personne qui nous a abordé tout à l'heure. Parce que il nous a critiqué, il nous a dit justement vous êtes des suppôts d'Elon Musk et des libertariens nauséabonds. On se doute bien, a priori, clairement, de par tout le reste de sa sociologie, on devine que c'était de ce point de vue-là dont il parlait. Bah, bien sûr. Il avait besoin de désigner un bouc émissaire, il avait besoin d'exprimer de l'agressivité. Et il n'a pas réussi, d'ailleurs, à faire preuve de cette tolérance et de cette empathie. Mais alors, un détail important pour l'audience, c'est qu'il avait un enfant en bas âge, qui devait avoir quelques mois. Donc, à mon avis, il dort pas beaucoup la nuit. Donc, il est épuisé, il est sur les nerfs, et les lobes frontaux sont peu accessibles. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas compris. Il a besoin de se Et c'est pour ça qu'il n'a pas compris. On lui a offert un support pour se décharger un petit peu. Et on est content. En tout cas, moi, je suis content. Si ça lui a permis de soulager sa biologie, tant mieux. Mais non, mais on peut le voir comme ça. moi, c'est un cadeau que je lui fais et je lui fais avec plaisir, quoi. Tu vois. Moi, j'aime bien les haters parce qu'ils me permettent de soulager la mienne. Mais pas que. J'essaye aussi d'entrer en relation avec eux des fois. Et des fois, j'y arrive. Oui, parce que j'étais parti pour lui donner un peu d'empathie, puis tu m'as arrêté comme un salaud, toi, tu vois. Il a dit qu'on allait repartir en Tesla. Voilà. Alors que pas du tout. Alors que moi, je commençais à faire de la CNV et tout. Comment c'est pour toi et tout. Oui, c'est vrai que tu lui as dit ça. Tu m'as stoppé net dans mon élan. C'est comme ça. On n'a pas l'habitude encore de gérer ça à deux. Ouais, il faudra qu'on se concerte la prochaine fois. Alors là, s'il y a un hater qui arrive, tu dis ça. Hein. Voilà. Je reviens sur... On a parlé d'addiction. D'addiction comme moyen de compensation. Pour ne pas, par exemple, voir qu'on se déteste et pour pas partir complètement en vrille et s'autodétruire. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça, de comment tu commences? C'est quoi ta définition de l'addiction? Comment tu définis ça? Moi, tu sais, j'ai tendance à pas la définir parce que j'ai pas une approche pathologiste du psychisme humain. Tu sais, j'ai étudié la psychologie, j'ai étudié différents systèmes de psychothérapie, et aujourd'hui, j'en suis arrivé à travailler essentiellement sur le plan spirituel, parce que j'ai remarqué que quand les choses sont alignées au niveau spirituel, la psyché suit, et quand les choses sont alignées au niveau psychologique, le corps suit. Tu vois? Donc c'est une manière d'être élégant. Donc les approches pathologistes m'emmerdent, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que définir l'addiction comme étant là où il y a de la souffrance, c'est tellement... C'est un peu facile, ouais. Ouais, non mais c'est pas faux. C'est le paradigme dominant dans l'époque, mais moi j'ai pas envie de limiter ma réflexion au paradigme de l'époque sous prétexte que mes contemporains pensent comme ça. Moi je veux, bien sûr qu'il faut étudier ça, mais il faut aussi étudier les autres modes de pensée, ceux du passé et ceux que des gens particulièrement aware, comme dirait l'autre, ont déjà modélisés et qui vont arriver. C'est tout l'intérêt des niveaux de réalité, justement, de pouvoir anticiper le monde, et c'est ça qui nous a permis de faire des prédictions dans les 2 dernières vidéos qui se sont réalisées là, évidemment. Pathologiser l'addiction, c'est passer à côté de la majorité de l'information que ça te donne. Hein. Bien sûr, mais en fait, on est dans un paradigme terrible qui est arrivé au 19e siècle, en fait. C'est le début de la pathologisation. Le 19e siècle, parce que avant, au Moyen-Âge, je veux dire, les mecs, j'en avais déjà parlé, je crois, mais dans une vidéo, mais les mecs étaient bourrés du matin au soir, parce qu'il y avait très peu de sources d'eau qui étaient vraiment pures. Non mais
les mecs qui avaient la chance d'avoir un puits dans leur village ou une fontaine, on était contents pour eux. Ouais, mais vu le nombre de villages français, c'était pas le cas de tout le monde. Et quelle était la boisson qui permettait de pas se déshydrater, parce que c'était un vrai problème à l'époque, c'était le vin. Le vin, la bière. C'était voilà, oui, effectivement, la bière aussi, tu as raison. Et donc les mecs étaient bourrés du matin au soir. Donc c'est pas étonnant qu'ils fassent des cathédrales à la gloire de Dieu, parce qu'ils étaient tout le temps dans un état de voilà. Tu vas pas te faire que des amis en disant ça, mais pourquoi? Je pense que ouais. Parce qu'il y a des gens qui veulent fantasmer ça. Se dire que les hommes d'il y a quelques siècles, ils ont bâti les cathédrales parce que ils se tenaient, parce qu'ils vivaient pour un absolu qui les dépasse. Mais c'est vrai aussi. Mais ça marche aussi, ouais. Ça marche aussi, c'est juste qu'ils le faisaient parce qu'ils étaient à moitié murgés la moitié du temps. Et que c'est... Bon, bref. En tout cas, il faut revenir au 19e siècle, et notamment aux États-Unis, pour comprendre les bases de la pathologisation en général et de la pensée qui va amener à aborder le psychisme avec des cases comme ça et ce qu'on va appeler des désordres psychiques, des pathologies. C'est un monsieur qui est très très peu connu, et moi j'ai trouvé passionnant de lire son histoire, parce que c'est vraiment quelqu'un qui gagnerait à être connu, qui s'appelle Benjamin Rush. Entendu. Mais tu es pas le seul. Je pense que très très peu de gens. À la limite, mettez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Benjamin Rush? Je pense qu'on n'aura personne, ou peut-être Rush comme un je suis trop dans le Rush. Exactement. Voilà. Benjamin Rush. Et Benjamin Rush, c'était un médecin militaire. Comme Henri Laborie. Comme Henri Laborie, évidemment. Un médecin militaire. Et d'ailleurs, il disait, ça a été un des pontes, un des pionniers, pour ne pas dire le pionnier de la psychiatrie moderne. C'est à lui qu'on doit, en fait, l'approche moderne par trouble et par pathologie. Et c'était, je sais pas si je peux employer certains mots qui peuvent être pour YouTube. Non, on va peut-être éviter. Problème. Non, si, tu t'en fous? Ok. Mais c'était vraiment non, je vais changer de mot. On va pas employer. C'est quoi le mot? Je le bip, vas-y. Non, mais le mot, tu sais, le peintre moustachu, là, tu sais, le truc qui fait démonétiser YouTube tout de suite. Ah. Voilà. Non, c'était, en plus, c'est pas vrai, mais c'était un totalitaire. C'était vraiment un gars qui, c'était le genre de mec à qui tu lui donnes ça de reconnaissance de l'institution. C'est fini. Et c'était vraiment un gars, voilà, c'était terrible effectivement pour ceux qui font, qui connaissent un peu les structures de personnalité. Voilà, vous avez certaines structures de personnalité, tu leur donnes ça de pouvoir, ça te fait un dictateur en puissance et ils font des camps, ils envahissent la Pologne. Et c'est un gars. Par exemple, il a choisi exprès l'armée parce qu'il a commencé à théoriser le fait que la psychiatrie, c'était quand même vachement mieux d'être psychiatre dans l'armée, parce que dans l'armée, quand tu disais à quelqu'un t'as ça comme problème, comme t'étais au-dessus dans la hiérarchie militaire, il fermait sa gueule. Et alors qu'il s'est rendu compte après que dans la vie civile, les gens contestaient un petit peu, et on sent qu'il avait tellement l'habitude d'avoir du pouvoir sur les gens. C'est quand même un mec qui a fini par faire enfermer son fils dans un hôpital psychiatrique de Pennsylvanie, parce que son fils ne refusait de suivre la bonne putain, c'est horrible. la bonne voie que son père avait dictée, tu vois. Ok. Et c'était vraiment un taré de première, et qui a été donc à l'origine de la notion de psychopathologie. Et en fait, en tant que médecin, il a pris les pathologies organiques, si tu veux, et il a dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas une isomorphie et qu'on transplanterait cette façon de penser dans le domaine du psychisme. Sauf que il n'en a jamais, ni lui ni aucun de ses successeurs, apporté la preuve. Quand tu dis les pathologies organiques, c'est des symptômes physiques? Oui, bon, moi je suis pas médecin, mais je veux dire, je suis entouré de médecins, etc. Raisonnablement, quand tu comprends l'épistémologie de la médecine, je vais dire, tu vois que, je sais pas, le mec il fait une jaunisse, tu vois, il est jaune de A à Z, tu commences à regarder, tu vas voir son foie, tu vas dire, il a un problème de foie, tu fais des analyses, tu trouves qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent pas correctement, tu dis, ok, monsieur, vous avez une hépatite, vous avez une jaunisse, etc. Et tu vois, et tu poses un diagnostic. Bon, pardon pour les médecins si je dis des bêtises, mais je crois pas, mais bon. Ça m'a l'air à peu près correct. En tout cas, corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Donc, t'as quand même un substrat physique avec des tests et des examens qui peuvent te permettre de dire, voilà, vous avez pas assez de fer dans le sang, etc. Vous êtes anémié, machin, etc. Il faudrait manger plus de... il y a du concret avec des KPI. Voilà, exactement. Tu as un mode de triangulation scientifique, mais tu n'as pas ça en psychologie. Et moi, c'est un truc... Parce que la psychologie c'est une science de l'individu, et que la méthode scientifique ne peut pas vraiment s'appliquer à la psycho, parce qu'on est censé considérer l'individu, et qu'on peut pas faire d'échantillons. Si, la psychologie dit on peut. Là, t'es en train de partir dans la psychanalyse.
Okay. qui n'a pas la même épistémologie que la psychologie. Justement, la psychanalyse te dit il n'y a que de l'individu, etc. Mais la psychologie prétend à la méthode scientifique, prétend à la généralisation. Sauf qu'à un moment donné, comment est-ce que tu fais? Quel est l'équivalent pour justement le fait d'être anémié, de manquer de fer dans le sang? Quel est l'équivalent de l'isomorphie quand on parle de schizophrénie, quand on parle de borderline ou quand on parle d'histrionisme? C'est beaucoup trop complexe et ouvert. Ça. Alors, il y a des gens qui essayent de dire, voilà, il y a tel gène, etc., et qui trouvent d'ailleurs des gènes qui seraient à l'origine de maladies comme de maladies avec des guillemets, du coup, comme la schizophrénie, etc. Mais est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une co-occurrence? De toute façon, c'est de la systémique, donc. Tu vois, et là, il y a un vrai problème et une grande faiblesse épistémologique. Sauf que, comme le terme d'épistémologie se rencontre pour la première fois au 19e siècle, on ne parle jamais d'épistémologie avant le 19e siècle. Donc ça veut dire que... On remet jamais en question le savoir. On se demande jamais comment on sait qu'on sait. Exactement. C'est exactement ce que ça veut dire. Parce qu'à l'époque, le religieux était trop présent et trop dogmatique. Mais bien sûr. Une juste dose. Aujourd'hui, il n'y en a plus assez. Bon, il y a toujours le dogme, mais il n'est plus religieux. Bien sûr. Et ça signifie qu'avant le 19e siècle, le transfert, ce que les psychanalystes appellent le transfert, était omniprésent dans la société. Parce que c'est quoi le savoir? Le savoir, c'est sur quoi s'exerce le transfert. Quand tu dis le transfert, tu entends quoi exactement? Le transfert, c'est une transhypnotique qui a été mise en évidence par les psychanalystes, qui fait que les individus régressent à un état infantile on parle bien de ça, ouais. Et projettent sur le détenteur du supposé savoir justement le fait que c'est un individu qui sait. Okay. Et pour le coup, Benjamin Rush, il s'est vautré dans une approche transférentielle. Benjamin Rush, il considérait que la société entière était son patient. Il se prenait pour Dieu, quoi. Franchement, on n'était pas loin. Franchement, on n'était vraiment pas loin. Et c'est vraiment intéressant de voir que toute la psychopathologie a été pensée par des mecs qui étaient à ce niveau-là d'hubris. Et ça a continué, évidemment. Mais bien sûr, ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Sauf que moi, quand j'étais en fac de psycho, je disais, mais attendez, comment on sait ça? Et je me suis fait, maudire. Tu t'es fait maudire par les descendants idéologiques de Rush, exactement. C'est normal. C'est normal, mais moi à l'époque je le savais pas, je pensais encore que les êtres humains cherchaient honnêtement la vérité. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas de la plupart d'entre eux, que la plupart d'entre eux cherchaient juste de l'argent, du statut social et à ce que les choses ne bougent pas. Bon, écoute, chacun son éthique et son intégrité. Ça me fait penser à l'expérience que tu connais sûrement, dont j'ai oublié le nom, où on a demandé à des gens de faire semblant d'être fous, de se faire interner en hôpital psy. On a demandé à des médecins de faire des diagnostics. Ouais, l'expérience de Roseanne Hahn, effectivement, oui, bien sûr. Ça illustre parfaitement ce que tu racontes. Complètement, j'en ai parlé sur ma chaîne aussi de cette expérience, et où je me disais, mais attendez, il y a une étude scientifique qui vous montre que des gens sains d'esprit peuvent se faire interner volontairement, et que vous ne les reconnaissez pas, vous n'avez aucun moyen de les reconnaître, mais n'importe quel individu intègre devrait se dire, ok, j'ai beau être psychiatre depuis 15 ans, ma pratique est une escroquerie. Les choses sont claires. Biais d'engagement. Mais il n'y a eu aucune remise en question profonde de la psychiatrie suite à cette expérience. Mais normal, c'est une bombe, cette expérience. Oui, mais QI moyen des médecins en hôpital psychiatrique. Mais au-delà du QI, honnêtement, je crois pas que ce soit lié au QI tant que ça, parce que on a des études qui montrent que un haut QI n'immunise absolument pas contre les principaux biais cognitifs. Contre la rigidité cognitive abusive. Oui, c'est vrai qu'avoir un QI de plus de 115, ça aide à prendre un peu de feedback de l'extérieur, clairement. C'est surtout le fait d'être enfermé dans des structures sociales où tu peux vivre la peur du rejet. C'est ça. Et où tu peux tout perdre en émettant des opinions différentes de la norme. Exactement. C'est ça qui te détruit. Tu peux perdre ton statut social, tu peux perdre ton salaire, mais il faut une paire de gonades en béton armé. Mais c'est ça. Mais oui, mais moi, comme je l'ai toujours eu, cette paire de gonades, je pensais que c'était normal. Il a fallu que j'apprenne sur le tas. Quand on l'a, on peut pas s'inscrire dans ces systèmes d'échelle. Enfin, on peut pas s'inscrire dans ces systèmes universitaires. Exactement. Par définition, on n'en fait pas partie. Donc dedans, il reste que des gens qui ne l'ont pas, qui sont terrorisés à l'idée de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leurs semblables, de leurs homologues. Tout à fait. Et donc, ils ne font que perpétuer des trucs complètement absurdes et non optimaux, enfin des trucs qui fonctionnent pas. Tout à fait. Et tu vois, nous, on les observe de l'extérieur et on fait des vidéos YouTube en parlant de ce qui va pas chez eux. Et c'est déjà pas mal. J'écoutais l'autre jour un podcast avec Alain Soral, là, qui a fait un podcast de 5h30 que j'ai écouté en faisant autre chose. Mais voilà, j'ai une petite tendresse pour tonton Alain. Voilà.
Non, mais parce que je veux dire, clairement, on peut pas lui enlever sa paire de gonades aussi, tu vois. Ouais. Alors après, peut-être Ça lui a joué des tours. Voilà, peut-être que ce sera le premier à en payer les conséquences en finissant en prison ou pas, etc. En tout cas, il évoquait cette possibilité. Bon, bah oui, de toute façon, on n'a rien sans rien, que ce soit dans le fait d'en avoir ou de pas en avoir. Il y a toujours des avantages et des inconvénients évolutifs. Si on n'avait pas, tout le monde aurait des couilles ou personne n'en aurait, mais la nature aurait sélectionné ça darwiniennement. Donc, voilà. Donc c'est pas forcément mieux. Et ça, c'est un truc que les jeunes générations, d'ailleurs, qui sont biberonnés avec des mecs qui soulèvent la fonte en leur disant « boost ta testostérone », tu vois, se rendent pas compte du fait qu'il y a aussi des avantages à ne pas en avoir et que l'important, c'est pas de vouloir être testostéroné, c'est d'assumer le taux de testostérone qu'on a. C'est beaucoup plus intelligent. Dans une vidéo il y a pas longtemps, ouais, de savoir qui tu es vraiment et quelle est ta place en fait, quelle est ta place biologiquement dans une échelle de dominance hiérarchique qui fera toujours partie de ton quotidien en fait. Alors effectivement, on peut biohacker peut-être 5% du truc, mais c'est pas énorme et puis ça demande d'énormes efforts surtout. Oui, et ça demande en fait, ça va te pousser à te retrouver dans un contexte et à vivre à des niveaux de stress pour lesquels tu n'es pas fait. Exactement. On en avait déjà parlé ça aussi, je crois, dans la dernière vidéo. Mais ça rejoint ce qu'on dit là. Tout à fait. Et du coup, je reviens un petit peu sur Rush, parce que j'ai vraiment aujourd'hui envie de vous parler de ce mec tellement c'est un taré complet. Enfin, c'est un taré complet. Il est à l'image du siècle, de l'époque, mais on se rend pas compte, en fait, de l'ignorance, parce que c'était il y a 100-150 ans, tu vois. C'est récent. C'est très récent, justement. Et Rush, il a été un des grands théoriciens du racisme. Ok. Hein? Parce que à un moment donné, il y a la guerre. Pas vu le personnage que tu nous adressais. Ouais. Ben bien sûr. Et puis il y a la guerre de sécession, etc. Enfin, c'est des sujets qui sont extrêmement actuels à cette époque-là. Et Rush, il a théorisé, en fait, à l'époque, il pensait que le fait d'être noir de peau, c'était une variation de la lèpre. C'était une variante de la lèpre. C'était une maladie. Il est allé loin, lui. En fait, que c'était. En fait, il pensait que les blancs, les Africains. Il savait que ça venait d'Afrique, hein, il n'était pas non plus complètement... Il savait bien que les esclaves... Mais il pensait que c'était des blancs, que l'état normal de l'humanité, c'était d'être blanc, et qu'ils avaient chopé donc une maladie organique. Le mec était médecin, etc. Donc on voit déjà le niveau d'évolution de la médecine de l'époque, tu vois, c'était... Bon. Et c'est terrible, là. C'est chaud. Et en fait, à un moment donné, il s'est retrouvé prisonnier en 1792. Il a traité un patient qui s'appelait Ross, Henri Ross, je crois. Enfin, Ross, c'était son nom de famille. Et Henri Ross, et qui souffrait, qui était un noir, un esclave noir, mais qui souffrait d'un vitiligo. Donc, vous voyez ce que c'est, le vitiligo? La peau se décolore. Ouais, c'est ce qu'avait Édouard Philippe, tu sais. Ça a dû le mettre en dissonance totale. Voilà, donc en fait, c'était un noir, mais il avait un peu de blanc, tu vois, de peau blanche comme ça, etc. Ouais. Et là, il s'est dit, ah, c'est la preuve qu'il est en rémission de sa maladie. Et donc, qu'on doit pouvoir soigner les esclaves noirs pour les faire redevenir blancs. C'était extraordinaire, ça. C'est vraiment de la croyance magique. Hein. Complètement. Et on est en train de revenir à ça, chez certains. Oui, alors ça, on va en reparler, je pense. Mais il y a une régression. Et tu sais donc quels étaient les traitements qui préconisaient pour essayer de guérir de son état parce que il a aussi il y avait des pathologies extraordinaires à l'époque, parce que c'est la grande époque de l'esclavage, et donc il y avait des pathologies où c'était, attends, je sais plus, j'ai plus le nom exact, mais c'était quelque chose comme, le champ lexical, c'était syndrome d'insubordination du noir et de l'esclave, tu vois. Donc c'est une maladie mentale où c'est quand le noir il bosse dans ton champ de coton et qu'il veut s'enfuir, on dit ah, il est malade parce qu'il veut pas travailler et mourir dans les champs de coton. J'ai compris, c'est que pathologiser, ça permet d'expliquer tous les comportements qui rentrent pas dans ton champ de compréhension. Exactement. Donc c'est forcément déviant, c'est forcément mal. Voilà. C'est forcément une maladie. Voilà. Et en fait, on crée des boucs émissaires, si tu veux, dans le, tu vois. Mais si tout part de ça, je comprends pourquoi les gens n'arrivent pas à considérer le symptôme pour ce qu'il est, à savoir un message. Mais bien sûr, parce que on a 200 ans de création de pathologies ad hoc. On avait la même chose pendant la Russie soviétique, etc. On avait la schizophrénie torpide, j'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo, mais c'était des gens qui... alors, pendant la Russie soviétique, c'était des gens qui n'étaient pas communistes, tu vois. Donc quand t'es pas communiste, c'est que en fait t'es un peu aliéné de toi-même, puisque quand t'es sain d'esprit, effectivement, t'es forcément communiste, évidemment, tu vois. Donc c'est vraiment terrible, et c'est un vrai problème dans l'épistémologie de la psychologie et de la psychiatrie de ne pas avoir accès à cette triangulation qui existe dans la médecine. Alors que paradoxalement, épistémologiquement parlant, la médecine n'est pas une science, mais c'est un art
mais qui est fait sur base scientifique. Les bases scientifiques de la médecine, elles sont quand même robustes. C'est là où tu vois que la psychiatrie, je vais me contenter de parler de la psychiatrie, mais la psychologie est quand même pas loin non plus derrière, et souffre d'une épistémologie incroyablement fragile en vérité. Beaucoup plus fragile que ce qu'on ne croit et beaucoup plus fragile que ne le disent les psys de plateau, pour reprendre ce que je disais sur les experts de plateau lors de la vidéo 81. Beaucoup plus fragile et donc beaucoup plus sacrificiel dans ses conséquences. Évidemment. Et quand tu vois ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, alors moi je l'ai jamais vu, on me l'a raconté, bah, là, le niveau de sacrifice il est extrême. Quoi. Il est extrêmement élevé. Parce que comme le dit très bien Thomas Satz, justement, qui est lui-même psychiatre américain et très critique vis-à-vis de sa propre profession, pour le coup c'est un psychiatre qui a une bonne paire de gonades comme j'aime bien, justement, ça entraîne une création de boucs émissaires et de logique sacrificielle, comme tu dis, absolument terrible, parce que à partir du moment où on nomme quelque chose et on lui met une étiquette dessus, il devient alors beaucoup plus facile à sacrifier. Et c'est pour ça que justement, un des premiers trucs à connaître et à savoir pour éviter d'être sacrifié dans un groupe social, quel qu'il soit, c'est d'éviter absolument l'étiquette infamante qu'on va nous coller dessus. Et c'est justement, c'est ce que je faisais tout à l'heure, c'est la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire sous ma vidéo avec Bégodeau où il met un timecode. Moi, je me souviens plus, tu vois, de ce qu'il y avait. Et c'est le moment où il dit, ah, vous êtes un fasciste. C'est-à-dire que le mec s'empresse de traiter l'autre vite. Il faut mettre une étiquette, tu vois, sur l'autre, parce que le sous-entendu, c'est que l'audience est trop bête pour penser. Il faut là aiguiller la pensée. Enfin, on est dans l'hypnose la plus crasse et on revient sur ma thèse comme quoi, dans toute forme d'hypnose, il y a une logique sacrificielle et la boucle est bouclée. En fait, ça atteint un tel niveau aujourd'hui que si vous voulez atteindre telle ou telle audience, eh bien, arrangez-vous pour qu'on vous colle l'étiquette que cette audience-là va considérer comme un avantage. Ah oui, tu peux toujours jouir d'être sacrifié par un camp parce que ça te fait appartenir à l'autre camp. Exactement, moi je joue beaucoup là-dessus. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai un ami qui avait fait une chaîne YouTube, les anciens d'Hypnomachie verront de qui je parle, mais un ancien qui avait fait une chaîne YouTube de futurologie, et où il parlait de qu'est-ce qui va arriver, il parlait des robots sexuels, il parlait enfin tu vois, de toutes les grandes innovations qui risquaient de chambouler comme ça la société. Et notamment le rapport homme-femme, etc. Parce qu'effectivement, tu as des petites amies virtuelles qui vont arriver dans 4-5 ans, tu vois, où tu payeras 20 000 € et puis elle te fera la bouffe, elle te sucera le soir et elle te dira que t'es formidable. Et elle te fera les courses sur Amazon, etc. Tu vois, machin, et elle aura de la conversation et beaucoup d'humour. C'est horrible. En tout cas, ça va changer le game des relations hommes-femmes à un moment donné. Ah, l'enfer. Bon. Et donc, cet ami, parce qu'il traitait de futurologie, il s'est fait approcher par des lobbies de transhumanistes qui ont commencé à le financer. Et à un moment donné, il a fait une vidéo où il a pris ses distances avec le transhumaniste en disant non mais moi je suis pas transhumaniste. Et là il a arrêté de se faire financer. C'est-à-dire que c'est un bon moyen d'avoir des alliés que cette stratégie de dire moi je suis persécuté par tel camp, bah t'as le camp opposé qui va venir, etc. Évidemment. Alors que pour peu que tu sois réellement libre intérieurement et libre de penser et que donc tu ne t'identifies pas à un camp, alors là effectivement tu te fais subventionner par personne. Ouais. La guéguerre, c'est ce qui fait vendre sur YouTube, c'est terrible. La stratégie que je viens de donner là, c'est intéressant que si vous avez quelque chose à vendre. Une offre, un produit, un service. Si vous avez rien à vendre et que vous comptez sur les annonceurs et sur les sponsors, ça marche pas. Il faut être lisse, il faut pas faire de vagues. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens sur YouTube et ailleurs qui ne font pas de vagues alors qu'ils en pensent pas moins. Parce qu'ils comptent sur les gens pour les financer. Bien sûr. Et que ces gens-là ne peuvent pas se permettre de se fâcher avec une partie de la population, parce que sinon ils seront sacrifiés, et quand tu es une entreprise et que tu deviens bouc émissaire, bon courage. Ce que les gens évitent absolument. Enfin, CF Walt Disney, comment il s'est couché avec le wokisme, et où il a... Voilà. Bon, ils se sont découchés dès qu'ils ont pu, mais enfin... C'était pas très vaillant de leur part, on va dire. Hein. C'était vraiment calculé. Voilà. En tout cas, c'était vraiment du calcul. En tout cas, pour revenir sur Benjamin Rush et sur donc cette pseudo-psychopathologie consistant à reprocher aux esclaves noirs d'essayer de fuir leurs conditions, quel était le traitement médical approprié? Eh ben, il s'agissait de les fouetter de sorte à aider les mauvaises énergies et les faire sortir du corps. Tu peux évidemment. tout rationaliser quand... Exactement. Et ça, c'est 1792 ? En tout cas, l'accompagnement avec Ross, oui, c'était bien. Donc c'est aux États-Unis. En France, on était à peu près au même niveau de pensée magique et de... Vraiment, on considère que Rush a créé la psychiatrie en 1812, si je dis pas de bêtises. Dites-moi dans les commentaires si je dis Ok, donc en fait, les fondations épistémologiques de la psychiatrie très récent, ont été fondées
à un moment un peu après la Révolution française. Donc en fait, à un moment où il y avait une perte de repères totale, Ouais. et donc on avait besoin de se raccrocher à des trucs bancals pour se rassurer. Exactement. Donc le pire moment possible. En fait. Et on en revient sur le fait que les valeurs spirituelles étaient déclinantes, étaient un petit peu branlantes, C'est ça. et où il a fallu créer des idoles en fait. C'est simplement créer des idoles, tout simplement. Et le problème dans le mécanisme de création d'idoles, c'est que pour que la magie d'une idole marche, il faut oublier que c'est nous-mêmes qui l'avons créée. Il faut créer une forme de double pensée, justement, typiquement maçonnique, justement, de dissociation, pour revenir, voilà, parce que sinon, la fuite de soi que permet l'idole ne marche pas. Et ça, c'est absolument terrible. Et justement, Rush, par exemple, en grand créateur qu'il était, il avait récupéré des chaises de torture médiévale de l'Inquisition, et il avait notamment certaines chaises comme ça où on te sangle et où tu restes sans pouvoir bouger pendant un temps très long. Tu sais, le corps, il a besoin de faire des micro-mouvements, sinon le système lymphatique ne fonctionne plus. Et plein d'autres, le système sanguin, le système, etc. Et même le système nerveux, il pète un câble, puisque sa fonction, c'est de bouger. Enfin, même quand on dort, on bouge. Donc c'est pour dire à quel point on n'est pas fait pour l'immobilité. C'est horrible. Et c'était des chaises d'immobilité qui étaient utilisées par l'Inquisition pour faire avouer les sorcières, etc. Et il les a récupérées et il les a transformées en chaises thérapeutiques. C'est la même chaise, hein, c'est juste l'étiquette que tu changes. Mais à partir du moment où c'est thérapeutique, ça passe, tu vois. En gros, en termes de manipulation de l'opinion, dès que tu mets thérapeutique dessus, ça passe. Bon, je pense qu'on l'a bien vu avec la pandémie récente. Mais c'est comme de dire, selon une étude. Certes. Enfin, quand tu dis selon une étude, les gens peuvent aller voir, tu vois. Alors que quand tu mets thérapeutique, mais tu peux faire n'importe quoi à partir du moment où c'est thérapeutique. Oui, mais c'est thérapeutique de toute façon. Enfin, je veux dire, la trépanation. Enfin, je veux dire, on t'enlève quand même des morceaux de cerveau, mais c'est thérapeutique, tu vois. La trépanation ou la lobotomie? La lobotomie. Ben, la trépanation, la lobotomie, on t'ouvre le crâne et on t'enlève. Pour moi, la trépanation, être trépané, c'est se faire frapper. Mais j'ai peut-être un... Ah non, je crois pas. Enfin, bon, là encore, hein, dites-nous. Si on dit non, la trépanation, c'est quand on t'ouvre le crâne et qu'on te... Je savais pas. Sympa. Donc oui, il y avait des formes de lobotomie, il y avait plein de... Enfin, de toute façon, les mecs, ils ont joué à l'apprenti sorcier, mais à un point hallucinant. Mais tant que c'est étiqueté soins, thérapie, tu peux faire la pire saloperie, et c'est pareil pour l'hypnose. Mais il y a eu des thérapies avec des jets d'eau glacée, on prenait les fous dans les asiles en Occident, on les prenait et j'ai déjà vu ça dans des films. Voilà, on les aspergeait avec des jets d'eau glacée plusieurs fois par jour. Les mecs, ils hurlaient en disant « Non, je veux pas !» Et là, on disait « Ah merde, ça s'aggrave, il faut plus d'eau glacée !» C'était hallucinant. Ah, mais c'est terrifiant, putain. Et donc là, le milieu universitaire français, ce qu'ils enseignent dans la psycho, c'est basé sur ces bases-là? Alors, il ne faut pas confondre psychologie et psychiatrie. Oui, enfin, en études de psycho, on te parle de psychiatrie. Non. Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas confondre l'épistémologie de la psychologie et celle de la psychiatrie. C'est vraiment pas la même chose. La psychiatrie a vraiment toujours voulu essayer de passer par de l'organique quelque part. Ça reste des médecins. Il fallait. Oui, c'est vrai. Ils ont jamais fait le deuil de ce problème épistémologique, tu sais, de cette isomorphie, en disant non, mais quand même. Alors pendant très très longtemps, c'était très très pauvre ce que la psychiatrie avait à apporter. En gros, c'était électrochoc ou thorazine, hein, c'est un slogan assez voilà. Maintenant aujourd'hui, ils essayent avec des molécules, de machin. Mais honnêtement, franchement, c'est pas loin d'être un échec dans 80% des traitements. C'est aujourd'hui la psychiatrie, elle a plutôt un rôle social, comme pouvaient avoir les chamans autrefois. Mais enfin, je veux dire, j'en ai déjà parlé là encore sur la chaîne, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, et ne me croyez pas, allez demander aux intelligences artificielles les plus top, surtout ne me croyez pas sur parole là-dessus, mais aujourd'hui, le consensus scientifique sur, par exemple, le traitement de la dépression, parce que c'est quand même souvent à ça qu'on pense quand on parle de psychiatre, pas que, il y a aussi des formes de folie, de décompensation, de tentatives de suicide, c'est vrai. Mais je veux dire, la psychiatrie aujourd'hui, c'est la dépression, les antidépresseurs et tout le paradigme ancien où on pensait que c'était le cerveau qui capturait mal la sérotonine dont on parlait tout à l'heure justement, d'où l'usage du cannabis thérapeutique parfois. Mais en fait, aujourd'hui, on sait que ça marche pas. C'est de l'effet placebo. Les antidépresseurs? Oui. Ah ouais? En tout cas sur la dépression et en tout cas ceux qui étaient basés sur le paradigme de la recapture de la sérotonine. Au départ, on a eu des études qui sont sorties et qui disaient attention, c'est du placebo sur les dépressions légères et moyennes.
Mais par contre, ça marche sur les dépressions vraiment hardcore. Et derrière, il y a d'autres papiers qui sont sortis qui ont dit non, même sur les hardcore, en fait, c'est du placebo. Ah ouais. Tu vois, donc même pas au courant. C'est important que ton audience le soit, parce qu'effectivement, si jamais ils s'intéressent au stress et au truc, ça peut peut-être intéresser une partie des gens. Bien sûr. C'est terrible parce qu'il y a énormément de psychiatres et de psychologues qui ne sont pas à jour. Et ce que je vous dis, ça a pas 2 ans, ça a plutôt 10-15 ans à peu près, ces papiers-là. Hein. C'était début des années 2000, quoi, de mémoire. Je dirais entre 2010 et 2014. Vous me direz dans les commentaires, j'ai plus les dates en tête, mais c'est à peu près ça. Donc ça ne fonctionne que par effet placebo. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances. Enfin, de mes connaissances par rapport aux connaissances. Mais il y a 2 raisons de prendre des pincettes avec ce que je dis, évidemment. Cette espèce d'état léthargique qu'on observe chez les gens qui prennent des antidépresseurs, ça n'est pas que le fruit d'un effet placebo, quand même. Ah ben non, ça a un impact. Non, mais les antidépresseurs ont ensuite un impact sur la psyché et la physiologie du cerveau. C'est pire que ce que je pensais. En fait. Évidemment. Parce que moi, je pensais que c'était vraiment efficace sur la recapture de la sérotonine. C'est efficace. Le placebo, c'est efficace. Oui. Je pensais que c'était vraiment lié au produit, quoi. Oui, mais après, il y a le risque de dépendance à certains, etc. Donc, et puis, tout le monde n'est pas égaux face au risque de dépendance, justement, à ces produits. Il y a des gens, ils prendront les antidépresseurs, ils arrêteront, ils n'auront plus de problème. Mais il y en a d'autres où vraiment, ça peut devenir terrible. Donc, d'où le fait d'essayer de résoudre ça autrement. Je suis pas antidépresseur primaire. En cas il y a certains cas où, à un moment donné, un bon placebo plus une prise en charge, ça permet à la personne de s'accrocher à la vie, etc. Et pourquoi pas? De toute façon, moi, je suis pas dogmatique pour dessous dans mon approche, mais je trouve ça très important d'être transparent avec les gens à cet endroit-là. Et parce qu'on pourrait dire, parce qu'il y a un paradigme, ça c'est très discuté en épistémologie de la psychologie et de la psychiatrie. Il y a un paradigme qui dit, il faut surtout pas dire ça aux patients, parce que sinon il y a le risque parce qu'il y a des gens, tu leur dis c'est du placebo, ça marche plus. Mais il y a des gens, tu leur dis c'est du placebo, l'effet placebo marche quand même. Là encore, on n'est pas tous égaux. Je ferai une vidéo un jour sur le placebo. Il y a plein de choses à dire, c'est un sujet passionnant. Mais il y a des gens qui disent donc il faut surtout pas dire ça aux patients, sous peine que ça marche plus. Ouais. Et où il y a l'idée de dire on place l'intérêt supérieur du patient avant la transparence et la déontologie. C'est une position éthique. Oui, c'est considérer le patient comme un enfant surtout, je trouve. C'est pour ça que c'est critiqué, évidemment. Mais il y a une autre position éthique, moi je serais plus de celle-là personnellement, mais par définition l'éthique est personnelle et donc est discutable, mais qui consiste à dire non, on donne toute l'information au patient et après on essaie de voir. Mais c'est sûr que quand on n'a que ça à proposer, je comprends qu'on ait cette position éthique. Quand tu n'as que ça à proposer, que ton rôle social, ton titre dépend de ta capacité à prescrire quelque chose d'efficace, tu peux pas te résoudre à accepter que c'est du placebo et qu'il faille le dire aux patients. Et voilà. Et c'est là où il y a un vrai problème à cet endroit-là. Mais ça, c'est un problème sociétal, de construction des rôles sociétaux. Et ça devrait appeler à une vraie réflexion sur l'éthique de cette position, pour moi, est emblématique des grandes questions éthiques de la psychologie et surtout de la psychiatrie. Le prestige avant la relation. Donc ça, c'est vrai que c'est... Bref, donc j'ai même pas fini avec Benjamin Rush. J'en ai des tonnes de Benjamin. C'est un personnage, mais tellement odieux, tellement intéressant. Il a pas écrit de livre, quoi. Il a écrit, je crois, si je dis pas de bêtises, il a dû écrire des traités de médecine de l'époque que je n'ai pas lu, évidemment. Des traités, évidemment. Évidemment des traités, qui disent ce qu'il faut faire, qui disent ce qui est, etc. Mais justement, il était intransigeant et pour lui, le fait de ne pas suivre et de ne pas croire ce qu'il y avait dans ces traités, c'était une psychopathologie. C'est-à-dire qu'il a verrouillé le système de croyance. Il a même fait, en fait, à un moment donné, alors attends, je reprends mes notes. En fait, si Attends, dérangement dans le principe. Oui, voilà. Excusez-moi, je reprends mes notes, parce qu'il a même créé quelque chose qui s'appelle le dérangement dans le principe de la foi et de la faculté de croire. Ça, c'est une psychopathologie qui disait que quand on ne croit pas quelque chose alors qu'il y a des preuves scientifiques qui vont dans ce sens, c'est qu'on est dérangé. C'était un zététicien de l'époque, tout simplement. C'est ça, hein. Il aurait eu une chaîne YouTube aujourd'hui, ça aurait marché. C'est la même structure psychique que le zététicien moyen, et on voit aussi qu'il ne comprenait rien à la méthode scientifique, puisque la méthode scientifique, c'est le doute, c'est la remise en question, c'est la disputation. Est-ce que il pratiquait une religion ou pas, à part la sienne? Alors, je crois qu'il était athée, qui va aussi avec le même profil psychologique pour mes séminaristes et mes stagiaires. C'était un athée de la première heure, il a besoin de se créer son propre système de croyance. En gros, c'est à peu près ça. Rassurer. Si tu veux, il est même allé jusqu'à pathologiser le mensonge. Il a dit que quelqu'un qui ment,
c'est quelqu'un qui a un grave problème, puisqu'on devrait vivre dans un monde de vérité. Ah, tu vois, on voit le système totalitaire. C'est chaud. Non, mais c'est génial. C'est génial à étudier, ouais. Et puis surtout, c'est un mec qui a été en position d'enseigner à la faculté, tu vois. C'est-à-dire que le système... Moi, ça me rappelle des tarés comme Alfred Kinsey, dont j'avais parlé dans la vidéo sur la pédophilie, tu vois. Que j'ai toujours pas vu, du coup, il faut que je regarde. On se la regardera ce soir, si tu veux. Mais c'est des gars qui ont été adoubés par le système. Pour moi, c'est un échec total de la sélection, en fait. Parce que c'est des gars qui étaient eux-mêmes dans un hubris, un niveau d'égo usurpateur, mais rarement atteint. Et le système a dit vas-y. Donc c'était un gars qui a pathologisé le mensonge. Pour lui, quelqu'un qui lui mentait, un de ses patients qui lui mentait, ou des gars dans l'armée qui mentaient, tu sais, à la visite psychiatrique, à l'inspection, c'était bon pour l'asile. C'est-à-dire que tu prenais de gros risques si t'étais face à lui, tu vois. C'est horrible. Il pouvait t'enfermer à vie parce que tu lui avais menti sur un truc. Tu vois, t'imagines, tu lui disais non, moi je me masturbe pas du tout. À l'époque, c'était très mal vu de se masturber, évidemment. Non, moi je me masturbe pas du tout. Tu vois, si à un moment donné il retrouvait une tache dans tes draps suite à une inspection, t'étais bon pour le goulag, tu vois. En fait, ce mec, s'il avait vécu un millénaire plus tôt, il aurait créé une religion. Est-ce qu'il aurait eu la stature d'atteindre une position de dominance dans un système moins je pense que oui, parce qu'il avait tout, du paranoïaque, de la psychose paranoïaque, et souvent c'est les profils qui sont connus pour faire scission avec un groupe social et créer une nouvelle religion, ce qu'il a fait d'ailleurs à l'époque. Bah oui, ça revient au même. Hein. Il y a quasiment 20 ans, j'étais allé à une exposition qui s'appelait Les ravages de la psychiatrie, et qui montrait justement l'aspect, mais complètement foldingue, de la psychiatrie de l'époque que je vous raconte là aujourd'hui, et qui était, fun fact, financée et organisée par la Scientologie. L'exposition ? Oui. Quel était leur intérêt Leur intérêt, c'est que la Scientologie, essayant de représenter une alternative à la santé mentale, c'était un conflit mimétique avec la psychiatrie officielle. Okay. N'empêche que tout ce qu'ils disaient était totalement juste au niveau historique. Oui, ok. Comme quoi, même une horloge arrêtée peut avoir raison 2 fois par jour. C'est ma grande phrase, ça, tu vois, mais c'était magnifique. Et ça a donné lieu d'ailleurs à un DVD, et je pense qu'il doit pouvoir se retrouver sur Torrent, ou peut-être même sur YouTube, j'ai pas cherché. Mais enfin, voilà, ça s'appelait les ravages de la psychiatrie, je crois. Bon, enfin sur Google, on peut trouver une expo. Et c'était très bien fait, hein, vraiment, je recommande même tous les étudiants en psychologie ou en psychiatrie d'essayer de retrouver ce DVD ou cette expo fait par la Sciento qui montre vraiment les ravages de la psychiatrie de l'époque. Mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, on traite certaines pathologies, notamment des formes de bipolarité, etc., anciennement symptômes maniaco-dépressifs, par des électrochocs. Moi, je connais dans la vraie vie des gens qui se sont fait griller le cerveau parce que on leur a fait faire des électrochocs. C'est bon. Mais la plupart du temps, c'est la famille qui doit gérer un bipolaire ou je ne sais quoi. La famille, elle y connaît rien. Elle voit un mec en blouse blanche marqué psychiatre. Elle dit bon bah ok, on y va quoi, tu vois. Bon. Ouais. Mais dès qu'on gratte un petit peu l'épistémologie et les études sur l'évaluation de ce genre de thérapeutique, moi je peux te dire que j'y laisserai pas mon cousin. Hein. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. C'est le propre de la culture sur un sujet que de permettre de se forger une opinion. Dans ce domaine, vraiment, je vous invite à ne pas me croire, à ne pas croire tout court et à vraiment travailler ces sujets-là, surtout si c'est pour vous ou un de vos proches. Parce que tant que ça reste de la culture G, c'est pas grave de pas avoir d'avis. Quand ça nous concerne mais quand ça vous concerne directement ou indirectement, ne me croyez pas, allez étudier. Au besoin, ne soyez pas d'accord avec moi. Au besoin, mettez des sources dans les commentaires qui nuancent ce que je dis ou qui le complètent. Tant mieux. Moi, tant qu'on pense, c'est tout ce qui m'intéresse. Oui, mais ne te croyez pas, mais ne croyez pas non plus le psychiatre avec sa blouse blanche qui va vous dire c'est comme ça. Non, il faut mieux en voir plusieurs. D'une manière générale, quand il s'agit... Là, je dis ça parce que tu m'as parlé de quelqu'un que tu connais qui a sa sœur qui va pas très bien en ce moment. On a un peu échangé par téléphone là-dessus. Ouais. Vraiment, n'ayez pas peur. Ça, c'est important. N'ayez pas peur de voir plusieurs médecins ou plusieurs psychiatres. En général, dès qu'il y a quelque chose de grave, une opération, même là, je parle de chirurgie, une opération... un internement, des médicaments qui pourraient bien avoir des risques de dépendance à vie, etc. Prenez par pitié le réflexe de voir plusieurs praticiens. Oui, ça coûte plus cher, mais quand c'est quelque chose de vraiment grave, c'est pas cher de prendre une deuxième consultation avec quelqu'un d'autre. Ouais, vraiment. Passer un peu de temps. Hein. Ouais, vraiment. Non, mais c'est un conseil que je donne pour les jeunes parce que c'est important qu'ils l'entendent, ça. C'est important. Mais oui, mais bien sûr, il y a trop de gens qui
qui ont des traitements à vie depuis qu'ils sont 15-20 Voilà. ans et toute leur vie ils sont dépendants d'un médoc, qui jouent sur la thyroïde par exemple, Voilà. hyper important. Exactement. Ça dérègle tout. Et avec le risque après que ça foute le bordel, voire de rester dépendant à vie. Il y a quand même des études qui ont été faites sur des opérations du genou aux États-Unis aussi, certains sur les ménisques. Ouais. Et où on voulait évaluer l'efficacité de certaines opérations où on t'enlevait les ménisques, etc. Tu connais ça? Bien Tu sûr. vois où je vais? Bien sûr. Tu vois, et en fait, ils ont fait des opérations placebo où ils ont juste fait des petites incisions comme ça. Ils ont anesthésié la personne, on leur a fait croire qu'on les avait opérés. En fait, ils leur ont pas enlevé quoi que ce soit dans le ménisque. Les mecs allaient aussi bien que ceux qu'on avait opérés. Donc, vraiment, prenez le temps. Non, mais en fait, il y a une espèce d'hubris de l'humain de croire que 4,5 milliards d'années de recherche et développement du vivant sur Terre peuvent avoir créé des trucs dysfonctionnels au point où tu rentres dans le corps, t'enlèves un morceau et ça marche mieux. Non, mais il y a des fois où c'est vrai. Il s'agit pas d'invalider l'efficacité de la Trouve-moi chirurgie. une fois où c'est vrai. Ah bah honnêtement, moi j'y suis passé sur le billard. Je peux te dire que j'ai eu un arrachement au tendon, tendon qui sont arrachés, et le tendon il se serait pas réinséré C'est tout pas seul. ça que je dis. Ah, Ce que je dis, c'est, excuse-moi. par exemple, enlever l'appendicite, enlever la vésicule, L'appendice du coup. l'appendice, pardon, enlever la vésicule, enlever les amygdales. Considérer qu'il y a des morceaux qui sont là, on sait pas trop pourquoi, c'est superflu, c'est accessoire, et en fait on peut les enlever quand il y a un problème et ça va régler le problème. Je comprends ta logique. Moi je sais, pour moi là on est hors de mon champ d'expertise. Ok. Je veux pas dire de bêtises à l'audience. Mais effectivement, quand il y a un traumatisme moteur trop important, l'opération, c'est la meilleure solution. Sinon, moi, quand je me suis arraché 3 ligaments au niveau de l'acromion clavicule, Voilà. si j'avais pas eu d'opération, je serais resté avec une épaule inutilisable pendant toute ma vie. Exactement. Et la nature s'en branle, c'est comme ça. Exactement. Et le pire, c'est que là où autrefois au Moyen-Âge on serait mort beaucoup plus vite, aujourd'hui on est fichu de vivre vieux en plus avec ça. Grâce à ça, ouais. Donc, Les infections, tout ça, bien sûr. Mais il y a un excès de confiance à un endroit où vous avez des calculs à la vésicule, on va vous enlever la vésicule. Voilà. En fait, il suffit de boire du jus de pamplemousse pendant 2 semaines, tes calculs ils vont se dissoudre, tu vas les pisser normal. Tu vois. Je caricature, mais c'est presque aussi simple que ça. Quoi. Et il y en a plein d'exemples comme ça. je suis hors de mon champ d'expertise. Pareil pour l'appendicite. Merde. Donc, je reviens sur Rush, parce que j'ai pas fini. Non, je l'adore. Ce mec, c'est extraordinaire. Vraiment, j'ai passé... Tellement, ça a été tellement une découverte Il pour faudrait moi. faire un film sur ce monsieur. Tout à fait. Ah bah tiens, si jamais il y a des gens qui bossent dans le milieu de l'audiovisuel incroyable, ça. et qui veulent que moi que ça tente de parler de ça, etc., qu'on écrive ensemble un scénario là-dessus sur ce personnage, moi je peux faire conseiller sur la vie de Benjamin vraiment Rush. génial, Ça m'amuserait beaucoup. J'aurais beaucoup de plaisir à écrire ça, etc. Donc effectivement, l'annonce est passée. Ouais. Donc Rush, à la fin de sa vie, il prétendait quand même, tiens, on va faire un jeu. Vas-y, on va jouer avec les auditeurs. Je te propose de jouer. Je vais te donner trois possibilités. Il n'y en a qu'une seule qui est bonne, d'accord ? Vas-y. Donc comme ça, vous pouvez ou vous entraîner à la vraisemblance, ou pour ceux qui font un peu de décodage non verbal, essayer de m'analyser, essayer de trouver, parce que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de... Donc, est-ce qu'il prétendait qu'on allait pouvoir guérir de certaines psychopathologies en petit a, en battant ses enfants ? Petit b, en se faisant introduire par le psychiatre des machins dans l'anus. Okay. Ou petit c, en urinant sur ses patients. Je pense que c'est le petit A. Eh ben non, c'est le petit c. Il prétendait pouvoir soigner des gens en urinant dessus. Et naturellement, si ces gens-là s'opposaient à ça, ils pensaient que c'était un manque de soumission à la psychiatrie qui elle-même était donc une autre psychopathologie. Il devait être comme un fou parce que il est né à une époque où il y avait le début de la fétichisation de la blouse blanche, donc il avait tous les pouvoirs, et en même temps, c'était encore une société où le sacrifice était partout et tout le temps. Tout à fait. Et où l'autorité était respectée, mais incroyablement. Oui. Ouais. Et donc c'était un énorme pervers qui exprimait sa perversion avec le plus de perversité possible, il n'y avait aucune limite. Ouais, je crois. Il devait jouer tous les jours, enfin complètement fou et aucune bride dans sa folie. Quoi. Et d'ailleurs, c'est toujours Thomas Satz qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Thomas Satz, ça fait vraiment partie des 5-6 personnes qui m'ont le plus inspiré dans mon travail, avec Jacques Lacan, Henri Laborie, René Girard et quelques autres. Il raconte bien que, il met bien en évidence le fait que c'était quand même assez terrible parce que il y a une double contrainte là-dedans puisque lui-même Rush devait mentir à ses patients parce que justement il disait vous vous opposez à la psychiatrie alors que moi je peux vous guérir si je vous pisse dessus. Or il n'avait aucune étude qui montrait ça.
C'était juste, tu vois, son intime conviction. Mais il se vendait plus gros qu'il n'était. Mais par contre, ses patients, eux, n'avaient pas le droit de mentir, tu vois. Donc, il y avait une espèce de double standard. Ah. Bah oui, le mensonge est permis pour la classe dominante, mais pas pour les gueux, naturellement, tu vois. Enfin, bref, c'était un personnage absolument horrible, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir cette aberration, et que vous irez probablement demander à ChatGPT qui était on trouve des trucs sur lui facilement. Ouais. Ouais, bah oui, parce que c'est un personnage fondateur de la psychiatrie, donc des anecdotes, il y en a des tonnes. Là, je vous en ai donné quelques-unes, mais on pourrait continuer comme ça pendant 1 heure, quoi. Donc en fait, il y a de grandes chances que si vous pensiez être fou, bah, vous ne l'êtes pas. Ah mais non, mais le concept même de folie, pour revenir sur l'épistémologie de la psychiatrie et de la psychologie, on ne sait pas définir aujourd'hui la folie de façon non tautologique. Mais oui, ça veut rien dire. Le fou, je pense personnellement que la meilleure discipline pour comprendre ce que c'est que la folie, c'est pas la psychologie, c'est pas la psychiatrie. C'est la biologie. Même pas. Ah bah, ce serait quoi la folie en biologie pour toi? Bah, c'est quand le système n'arrive plus à maintenir son équilibre, que plutôt que d'aller vers la mort, il va sombrer dans la folie pour survivre, même si... non mais tu la définis pas du coup. C'est compliqué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu la définis pas en vérité. Non, c'est l'anthropologie. Oui, bah en fait c'est plutôt... Moi quand je dis biologie, pour moi biologie et anthropologie c'est le même, dans le même sac. Ouais, faut comprendre, parce que, parce que l'anthropologie... Ça ouvre le système à une échelle d'organisation plus vaste. Voilà. C'est... J'écoutais l'autre jour Carlos Tinoco qui disait l'anthropologie c'est vraiment la science qui nous dérange, qui peut nous déranger le plus. Et c'est très vrai. Moi c'est pour ça que j'aime autant l'anthropologie dans mon travail. Mais bien sûr, mais c'est logique. C'est fondateur. Pour la survie du groupe, l'individu doit être dérangé parfois. Et donc le fou en anthropologie c'est simplement celui qui ne s'inscrit pas dans la culture commune. Oui. C'est tout. Donc le fou pour quelqu'un ne sera pas fou pour l'autre. Et c'est là où on voit que on est totalement jugé parti, et qu'on voudrait faire croire que le fou, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les étiquettes qu'on colle. On voudrait faire croire que la folie, c'est une caractéristique intrinsèque au fou, alors qu'en réalité, c'est le groupe qui est, je sais pas comment on dirait en français, mais foliogène, enfin, tu vois, pathogène, disons. Tu vois, c'est le groupe qui génère la pathologie par son regard et son incapacité à aimer. J'allais dire, moins il y a de l'amour dans le groupe, plus il va y avoir de fous. Exactement. Et c'est là où on retrouve ce que certains auteurs, notamment en littérature, ont bien dit. C'est justement, on mesure le degré d'avancement d'une civilisation au sort qu'elle réserve à ses exclus. Et aux animaux. Et aux animaux. Effectivement, d'autres ont rajouté aux animaux. Et c'est exactement ce qui se passe. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Alain, mais je suis pas sûr. Je sais plus. Mais oui. Mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est une gigantesque arnaque et que c'est très très important quand on y est. Parce que le problème, c'est que la plupart du temps, les gens, quand ils sont confrontés à un psychiatre, ils le sont parce qu'il y a quelque chose qui leur est tombé dessus, ou pour eux, ou pour leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, enfin pour leurs proches. Donc, en général, le premier contact qu'ils ont avec la psychiatrie, je parle pas avec la psychologie, mais avec la psychiatrie, c'est ils sont déjà en situation d'urgence, ils sont déjà en crise, ils sont déjà avec leur système dorsal qui est comme ça, et ils sont déjà, leurs lobes frontaux ont déjà du mal à se maintenir. Ils sont déjà dans un état de stress chronique. Exactement. Parce qu'ils ont grandi comme ça. Exactement. Par réflexe de survie. Et justement, moi, ce que je vous dis, c'est renseignez-vous sur ce que c'est que la psychiatrie avant de devoir y être confronté pour ne pas tomber dans des arnaques le moment où ça vous arrivera. Oui, parce que le moment où ça t'arrive, où tu es en situation d'urgence, tu ne prends pas le temps de comparer. Exactement. Et tu te vautres dans le discours du premier sachant que tu croises. Exactement. Par économie cognitive, et là tu te fais arnaquer et ta vie est ruinée dans certains cas. En tout cas, c'est un risque selon les problèmes qui peuvent arriver. Et ça, c'est important pour que nos auditeurs puissent prendre soin de leur santé mentale. Clairement, oui. Clairement. Et s'il y a bien un truc qui, à mon avis, permet de laisser la folie faire son boulot, si je devais dire, bah, c'est d'avoir beaucoup de vitalité, d'avoir beaucoup d'énergie à revendre pour que le travail puisse se faire à l'intérieur. Je pense à quelque chose. Ce qui est marrant, c'est que empiriquement, alors ça n'a pas valeur de loi, c'est un témoignage, c'est un partage que je vous fais. Voilà. Mais empiriquement, j'ai remarqué que je trouvais que l'immense majorité des psychiatres que j'ai pu croiser, peu importe le contexte, y compris dans des soirées, dans des dîners, dans tout ce que tu veux, l'immense majorité des psychiatres que j'ai croisés étaient systématiquement ou presque des gens plutôt intelligents, plutôt cultivés, plutôt fins,
plutôt compétents, je vais dire, dans l'immense majorité de mon expérience. Là où par contre, c'était pas du tout le cas des psychologues. Il y a un gap. Il y a un gap. Mais parce qu'il y a la science qui est passée par là. Oui, mais justement, comme je t'ai dit, la science derrière la psychiatrie... Non, mais quand je dis la science... Enfin si, il y a de la biologie, il y a de la biochimie derrière, mais enfin... C'est un peu la prise de feedback, mais... Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, moi, je pense que ça tient à la fois au fait que les études de psychiatrie sont beaucoup plus sélectives que les études de psychologie, qu'avoir un master en psychologie, c'est quand même pas bien sorcier. Là où déjà, pour être psychiatre, il faut déjà être docteur en médecine, puis faire après une spé. Oui, donc, tu vois, le niveau demandé, et d'ailleurs, le quotient intellectuel moyen des deux professions est pas du tout le même. Et donc, comme effectivement, le quotient intellectuel est le meilleur prédicateur de la compétence bien avant le diplôme et bien avant l'expérience, ça expliquerait cela. Mais en tout cas, j'ai remarqué quand même une énorme différence de compétences entre les deux professions, ce qui raconte effectivement probablement déjà, pour commencer, ce gap de quotient intellectuel et probablement autre chose. Moi, je pense que les psychiatres, comme la plupart du temps, les psychiatres ont des patients qui sont beaucoup plus lourds que le psychiatre moyen a vu les dessous de l'âme humaine beaucoup plus. Je dis pas que les psychologues ne voient pas des cas graves. Ça peut leur arriver. Il y en a plein d'ailleurs. Puis ça dépend aussi, est-ce qu'ils sont en institution, en libéral, etc. Évidemment. Mais je fais des grandes généralités. Mais en tout cas, le psychologue moyen a en général vu des cas beaucoup moins graves que le psychiatre moyen, au bout de 2 ans déjà en sortie d'études. Et donc, je pense que ça fait qu'ils ont joué leur peau davantage. Tu vois? Beaucoup plus. Et que fatalement, au bout de 10 ans, 15 ans de métier, t'as été obligé, parce que quand bien même tu te sens pas compétent en sortant de psychiatrie, tu vois des trucs, tu fais ok, il faut que je me forme très vite. Tu vois des trucs, t'es obligé de reconnaître ton incompétence, t'es pas en train de jouer à la dinette, quoi. Exactement. Alors que tant que t'es avec du névrosé ordinaire, tu vois, tu peux lui dire allongez-vous sur un canapé, respirez un petit peu, prenez du temps pour vous, faites un bain moussant, ça va aller, tu vois. Et Dieu sait que et Dieu sait que j'aime pas le psychologue bashing, tu vois ce que je veux dire, mais je dois bien remarquer que il y a quelque chose qui n'a pas lieu durant les études de psychologie visiblement et qui a lieu dans d'autres formations autour de la santé mentale, que ce soit chez les psychanalystes parce qu'à un moment donné ils doivent jouer leur peau parce qu'ils sont eux-mêmes sur le divan avant, donc ils jouent leur peau un minimum, que ce soit chez les psychiatres parce qu'ils sont confrontés à des gens qui peuvent faire des décompensations, être dans des délires parfois très très graves, il y a toujours le risque de passage à l'acte qui est jamais très très loin, etc. Bon bref. Alors qu'en psychologie, il n'y a pas ça. Et je trouve que ça... Même dans certaines formations en psychothérapie qui donnent lieu à aucun diplôme officiel reconnu, dans certaines, pas toutes, évidemment, loin de là, mais on joue sa peau davantage. Lesquelles, par exemple ? Je pense à toutes celles où il faut être soi-même déjà sur le divan et déjà y passer avant. Il faut déjà avoir mouillé le maillot et avoir fait le travail. Voilà, il faut déjà avoir fait un peu d'introspection avant d'y être, tu vois. Parce que je répète qu'on peut être psychologue et ne jamais avoir fait le moindre travail intérieur. Jamais, c'est important. C'est quand même de la folie, ça. C'est important. C'est de la folie. Non, mais là encore, c'est une question d'éthique personnelle. Moi, j'entends le point de vue. Pour moi, c'est pas de la folie, c'est de l'inconscience. Je sais pas. Tu sais, je partageais dans une vidéo précédente un rush d'un psychanalyste qui parlait des psychanalystes russes et qui, s'intéressant à la psychanalyse, mais n'ayant pas de psychanalyse sous la main, avait été obligé d'ouvrir des cabinets sans avoir fait d'analyse, qui normalement on doit pas faire ça. Mais bon, ils l'ont fait parce que c'était ça ou rien. Donc à un moment donné, c'est les pionniers, on leur pardonne. Et où ils arrivaient quand même à faire une psychanalyse qui était ce qu'elle était, mais enfin qui a quand même permis l'essor de la psychanalyse là-dedans. Donc les questions éthiques sont toujours des questions très compliquées et qui ne peuvent pas se satisfaire d'une indignation bas de gamme, si tu veux. Non, bien sûr, il faut poser le pour et le contre dans chaque contexte. Mais en tout cas, voilà. Très bien. J'espère que ça vous a intéressé, ce petit détour par l'épistémologie de la psychiatrie et surtout les grandes questions éthiques, que vous compreniez que les choses sont complexes, c'est pas simple et que quand l'association américaine de psychiatrie, par exemple, décide d'enlever je sais pas, le trouble travaillomane du DSM ou décide de dépathologiser le fétichisme, de dépathologiser l'homosexualité, de dépathologiser telle ou telle pathologie, il faut bien se rendre compte qu'ils ne font ça sur aucun critère scientifique objectivable. C'est juste leurs petits affects et l'air du temps. Exactement. C'est des opinions et l'air du temps. En fait, c'est à quel point ils se demandent. Je pense qu'ils se demandent, ok, qu'est-ce qui pourrait nous valoir d'être mis au banc de la société et de perdre notre position de dominance dans la hiérarchie
Ah, ce serait peut-être de continuer à psychiatriser l'homosexualité. Ah oui, les temps ont changé, dépsychiatrisons, c'est peut-être mieux pour nous. Je pense qu'ils réfléchissent comme Sans ça. même parler du lobbying, parce qu'il y a énormément de lobbying qui est fait. Lobbying, c'est le nom moderne pour corruption. Hein. C'est important la novlangue. À chaque fois, chaque fois que vous entendez lobbying, mettez corruption. Il faut que les choses soient claires. Oui, hein. c'est très clairement. Mais parce qu'effectivement, ils écoutent l'air du temps, mais ils la façonnent. Aussi, ils la créent. Ils orientent l'air du temps et ensuite ils s'adaptent à ce qu'ils ont eux-mêmes orienté. Voilà. Ouais. Et ça, c'est sur la base aussi de financement, etc. CF, Kinsey, l'Institut Tavistock, etc., etc. Tu fais bien de parler de ça, parce que je voulais conclure là-dessus, et je voulais pourquoi pas introduire un grand sujet que j'aimerais bien aborder dans une prochaine vidéo. C'est, on a parlé de spiritualité des élites déjà. J'aimerais bien qu'on explore un peu la façon dont ça évolue en ce moment, l'évolution des événements, la précipitation des événements. Je saute sur l'occasion parce que tu as un peu introduit ça quand tu parles de corruption, etc. Il y a plein de choses qui bougent là, et je pense qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet. C'est presque une forme de traitement de l'actualité, et en même temps ça permet d'ouvrir plein de portes sur des sujets de fond. Surtout que ça a énormément bougé depuis le Covid, parce que le Covid, c'était une des... Le Covid a été la plus grande psy-ops jamais lancée de tous les temps. Ah oui. C'est sans équivalent. Les psy-ops, c'est des opérations psychologiques qui sont créées par des psychologues ou des psychologues militaires ou des professionnels de la conduite du changement et de l'ingénierie sociale. J'en parlais dans la vidéo 81, mais aujourd'hui, la docilité des peuples est une ressource pour les dominants. C'est une ressource au même titre que l'uranium, au même titre que le charbon, le diamant, etc., etc. La vidéo 81, c'est guerre cognitive? Non, c'est si, c'est ça, c'est sur la guerre 5.0. Ok. Donc le Covid était un immense test, puisque aujourd'hui, dans les mécaniques d'ingénierie sociale et les modélisations de la psyché humaine, il y a l'idée de mettre les gens sous stress et de voir comment ils réagissent. Ça permet de prendre du feedback sur l'état de leur niveau de soumission. Est-ce qu'ils vont fuir, est-ce qu'ils vont combattre ou est-ce qu'ils vont s'inhiber? Voilà. C'est Henri Laborie à l'échelle d'une société tout entière. Exactement. C'est magnifique. Et dans la vidéo 81, j'expliquais aussi que énormément de notions qui proviennent de la psychanalyse, qui sont utilisées par ces ingénieurs sociaux, ont aujourd'hui été décriées au grand public. Aujourd'hui, on dit la psychanalyse, c'est pas scientifique, c'est pas sérieux. Alors que derrière, les mecs qui ont besoin de résultats dans le terrain s'en servent. Et ça aussi, c'est une forme de désinformation absolument terrible. Regardez ailleurs. Ne regardez pas. Autrement dit, le zététicien de base, celui qui vous a dit pendant toute la pandémie, vaccinez-vous, il n'y a aucun risque, il y a des études, en fait, est le même qui va vous dire, ne croyez pas dans la psychanalyse. Au bout d'un moment, vous allez comprendre que ces mecs-là sont des relais de l'idéologie du pouvoir et de la désinformation. Ils sont aussi idiots utiles que les antifas, par exemple. Complètement, mais je suspecte même certains d'entre eux d'être payés. Mais ça, après, les Rudy machin. Voilà, les Reichstadt, etc. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que les choses vont continuer de s'accélérer. Je disais aussi dans une vidéo il y a pas longtemps qu'ils étaient en train de créer des monuments à la gloire du Covid et de penser à un jour férié. Bon, je vous renvoie aussi à cette vidéo-là si vous voulez voir les détails, parce que j'explique comment c'est beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît en termes de conditionnement des cerveaux globaux. Bon, bref, j'ai dit ça chez Fred Bascugnana. Et donc là, ça va continuer à s'accélérer parce qu'il y a l'euro numérique qui arrive en octobre. Donc, ils vont pas supprimer le cash tout de suite. Mais on est en 2025, ils ont 3 à 5 ans pour supprimer le cash, à peu près. C'est l'idée, ouais. Donc, ils vont laisser probablement le cash pendant 2-3 ans à la louche avant petit à petit de le supprimer. Et ça, moi, je me pose vraiment, c'est ma grande question, c'est comment vont faire pour s'organiser les gens qui font, je sais pas, des chantiers au black, comment vont faire les gens qui dealent de la coke ou du cannabis, comment vont faire les putes, comment vont faire, etc. Toute cette économie parallèle. Évidemment que le but pour l'État, c'est de récupérer cette économie parallèle et de faire des taxes. Je pense qu'ils vont pousser le cynisme, mais vraiment le cynisme, jusqu'à dire... Je pense qu'ils vont permettre à ces gens de créer des micro-entreprises ou des auto-entreprises sous un statut fallacieux. Tout le monde saura que c'est fallacieux, mais au moins ils rentreront des taxes. Tu crois? Ah, je pense qu'ils en sont à ce niveau-là de filez-moi votre argent et de cynisme. Moi, je pense qu'ils sont dans une situation compliquée, qui les pousse dans un excès de confiance trop grand, et donc ils pensent que ça va fitter avec des gens qui ne sont pas domesticables.
Mais je pense qu'ils vont se heurter au réel. Je crains que non, et justement, je crains que la pandémie de Covid nous a montré que le niveau de moutonnerie ambiante était beaucoup plus élevé que nous croyions. Oh, putain, ouais. La plupart d'entre nous pensions que les gens ne se laisseraient pas domestiquer à ce point-là. Si. Et en fait, tu sais, c'est comme l'expérience de Milgram. Milgram, vous savez, donc décharge électrique. Ouais. Bon, bref, allez voir si vous connaissez pas l'expérience de Milgram. Mais c'est l'expérience la plus connue de toute la psychologie. Avant l'expérience de Milgram, ils ont demandé leur avis à des psychiatres et à des psychologues de, à votre avis, combien de gens iraient jusqu'au voltage maximum? Ils ont demandé à des sachants. Ils ont demandé à des sachants. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Eh ben, la plupart des sachants psychiatres, psychologues, avant l'expérience de Milgram, ont dit il n'y a pas plus de 5% des gens qui ont un profil psychopathique qui vont aller jusqu'au niveau maximum de 450 volts. Ils sont restés bloqués dans leur modèle, quoi. Or, on a vu que c'était plutôt 80% des gens, selon les conditions expérimentales, entre 60 et 90% plus ou moins des gens, selon s'il y avait des blouses blanches, pas de blouses blanches, enfin bref, si les gens avaient dormi ou pas, qu'on les avait intimidés ou non avant, bon bref, le nombre d'expérimentateurs, bref, mais globalement, ce qui compte, c'est la tendance, c'est pas les chiffres. Et voilà, donc c'est pas la première fois. Aujourd'hui, on sait que dans de nombreux domaines, les sachants ne savent pas plus que l'homme de la rue, ils savent même moins. C'est-à-dire que il faut vraiment, je le redis encore, mais il n'y a de savoir que dans un système fermé. Or, au XXIe siècle, les grands défis sont que dans des systèmes ouverts. Donc aujourd'hui, c'est pas le savoir qui va jouer là, c'est l'expérience à la limite. Ou la clairvoyance. Ouais. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est aujourd'hui, on a une époque où il n'y a plus de savoir individuel. C'est fini. C'est plus possible. C'est plus possible. Trop de complexité. Oui. Ce qui va compter aujourd'hui, c'est la différence des approches. C'est la différence des fonctions cognitives. Toi, moi, on n'a pas les mêmes fonctions cognitives, on n'a pas les mêmes filtres sur le monde. C'est pour ça que c'est important qu'on collabore, parce que toi, tu vas voir des choses que je vois pas, moi, je vais voir des choses que tu vois pas. Et c'est en mettant, il faut 5, 10, 15, 20 personnes qui ont toutes une expertise sur le sujet et qui vont toutes mettre en commun leur vision. Et là, on arrive à quelque chose de moins biaisé qu'un sachant. Mais la pandémie vous a montré à quel point un sachant seul est complètement biaisé. Mais nous devons pour ça apprendre à nous écouter les uns les autres. Nous devons pour ça renoncer au statut social que nous avons qui nous permet d'avoir l'argent, les femelles et la gloire. Si nous voulons continuer de nous rapprocher de la vérité sur des sujets complexes tels que le XXIe siècle peut le penser. Je pense par exemple au réchauffement climatique, etc. Oui. Ce que tu viens de dire là me rappelle à quel point je suis triste de ne pas pouvoir voir un jour un Delavier et un Olivier Lafay discuter comme des adultes. Ils sont incapables, infoutus d'aller au-delà de leur petit ethnocentrisme. Mais il faudrait même, je pousse, puisque tu parles de l'ami Delavier, salut Fred, on t'embrasse. Moi, ce que j'adorerais, et d'ailleurs j'ai prévu moi des protocoles, j'ai inventé des enfin il y en a d'autres qui existent, hein, j'ai pas réinventé l'eau chaude, mais j'ai inventé moi un protocole qui permet à des gens d'être en syntonie, d'être ensemble sur un sujet pour empêcher toute la rhétorique bas de gamme et les coups sous la ceinture. Et moi, je voudrais faire une émission télé ou radio avec des gens, justement, on inviterait Frédéric Delavier, on inviterait Thomas Durand, tu vois, on inviterait des gens qui se foutent sur la gueule, qui ne peuvent pas se voir, mais tant que les gens ils sont d'accord pour être là pour le collectif, tant que les gens sont d'accord pour être au service, tu vois, alors ça marche. Est-ce qu'il faudrait leur fournir des gants de boxe au cas où ça part en couille comme avec Soral? Non, justement, il y aurait pas besoin de faire ça, justement. Et je crois que l'époque, moi, elle est mûre pour ça. Je crois que les jeunes en ont marre de voir des politiques qui se foutent sur la gueule avec des attaques sous la ceinture, des tu, et des quand vous étiez en place, vous auriez pu, etc. Enfin, tu vois, et des trucs qui sont stériles. C'est du niveau télé-réalité. Hein. Et je crois que l'époque, elle est en train d'apprendre que nous devons nous unir tous ensemble, sans ego, pour que justement la vérité triomphe là-dessus, et que ça ne peut pas se faire tant qu'on a le culte de la personnalité. Ça n'est plus possible. Certaines personnes dans les pays scandinaves l'ont déjà compris. En France, on ne l'a pas encore compris. Et typiquement, tu vois, politiquement parlant, que l'on se mette à parler de programmes et plus de personnes. Il faudrait anonymiser les gens. Anonymiser les gens. Ça serait beaucoup moins facile de bouc émissariser. Eh ben, ce serait impossible, justement, et ce serait tout l'intérêt. Mais tu vois, il faudrait dire, bah voilà, il y a des gens, ils ont tel point de vue, tu sais, il y a des Xistes, il y a des Yistes, tu vois, et simplement faire ça. C'est basique, mais évidemment, ça,
les gens qui fonctionnent encore comme des singes et des chimpanzés ont besoin de gens pour s'identifier. Ouais. Mais justement, tout l'intérêt, c'est d'empêcher l'identification et de permettre aux lobes frontaux d'arriver. C'est évident pourtant, mais bon. Ouais. C'est un peu ce que j'essaye de faire. Quand je parle de l'approche Adoméos, pour moi, Adoméos, c'est une marque, c'est une communauté, c'est une entité, c'est une approche, c'est une vision du monde. Moi, j'en suis un peu le porte-étendard, mais ma vision des choses, de la manière dont je l'exprime, elle est beaucoup plus dogmatique que ce que j'essaye de mettre en avant. Et donc j'essaie d'inviter les gens à s'identifier à ça, à cette approche-là, plutôt que... Après, toi, tu as un cœur de cible de 18-30 ans, qui sont des jeunes hommes, et où le système nerveux n'arrivant à maturité que vers 25 ans, on est obligé, si on vise, tu vois, cette niche-là, d'avoir recours à des procédés qui touchent le limbisme. C'est normal. Je m'adresse à des gens qui sont particulièrement impactés par le stress chronique et qui, par définition, n'ont plus accès à leur capacité de raisonnement. Exactement. Et donc je les accroche avec des narratifs très lisses et du dogmatisme. Bah, de toute façon, t'as pas le choix, parce que sinon... Sinon, je les touche pas. Bah, voilà. Sinon je ne m'intéresse pas à ce que je dis. Et sinon, les seuls qui s'intéresseront à ce que je dis sont ceux qui n'ont précisément pas besoin de moi. Exactement. Donc le dogme est un outil pour moi, je m'en sers, je m'assois tout le temps, je me repose dessus. Non, mais je crois que tu n'as pas le choix, parce que, comme tu l'as dit, c'est obligatoire pour toucher ce type de cible. Tu vois, c'est pareil pour des gens qui sont dépressifs. Et pour les mêmes raisons. Les lobes frontaux sont désinvestis, parce que la dépression dégomme tout, c'est pareil. Moi, j'ai pas la même cible, tu vois, quelque part. Bien sûr. Moi, je cible plutôt des gens qui ont plutôt, effectivement, entre 20 et 50 ans, et qui sont des putains de surdoués, et qui ont pas, et qui au contraire des lobes frontaux qui marchent déjà bien et qui en veulent plus. Donc c'est pas du tout la même chose. Il y a des fois des passerelles, je vois des gens qui viennent vers moi, qui viennent de toi, et réciproquement, qui m'ont connu grâce à toi, mais oui, réciproquement. Mais c'est clair que l'audience cible n'est pas la même. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Peut-être un petit... On a parlé pas mal de ce monsieur Rush là. Un petit dernier truc croustillant sur cet individu. Franchement, il y en a plein, vraiment. J'adorerais faire un film, vraiment. Si un cinéaste qui trouve, j'adorerais tellement qu'il me contacte, ce serait super. Je cherche l'idée de l'acteur principal. Si, ouais, il avait mis au point des... Ah, ça c'est marrant, ça, on pourrait en parler ça. Il avait mis au point un traitement pour essayer d'enlever des symptômes. Il prenait le mec et il le mettait dans une espèce de bassine d'eau et il le noyait, tu sais, comme tu sais, c'est des trucs qui ont été interdits par la torture. Alors oui, voilà, parce qu'en fait ça fait partie des méthodes de torture contemporaines, ça. Tu retrouves ça dans différents manuels de la CIA, machin, tu sais, comment bien noyer un mec pour le briser et tout. D'ailleurs, ça a été interdit par, si je dis pas de bêtises, par certaines, je crois que je sais pas si la Convention de Genève interdit ça ou pas. Enfin, en tout cas, il y a eu des traités internationaux qui disaient non, faut qu'on arrête de noyer les mecs quand on les torture et tout, ça se fait pas. Et ben lui, il faisait ça et il appelait ça traitement, là encore. C'était écrit dans le traité. Non, mais c'était un traitement où il faisait semblant qu'il noyait le mec et tout, et à la fin il le sortait. Et en fait, le gars, c'était vraiment genre, t'es alcoolique, ok, on va te noyer. Et si jamais tu rebois, on te renoie, tu vois. Donc c'était une menace. C'était simplement une menace de violence. Bien, en fait. Ah bah tu crées une incentive à abandonner le symptôme. C'est sûr que... C'est pire que l'hypnose, en fait. Ah bah c'est sûr que ça marche, quoi. C'est la forme d'hypnose la plus brutale. Hein. Exactement. C'est si je retouche à cette addiction, je vais souffrir. En fait, tu crées un trauma. Tu amènes la personne à dissocier pendant le moment où tu le noies, hein, comme on avait vu parce que j'avais interviewé Sandrine sur ma chaîne, qui est une ancienne victime MK Ultra, qui nous a fait un témoignage, enfin vraiment, soyez à jeun, quoi, hein, si vous écoutez la vidéo, parce qu'elle est terrible. On t'embrasse, Sandrine, si tu regardes cette vidéo, et où en fait ça te fait dissocier, tu vois, pendant le trauma, et donc à la fin t'as créé une partie qui dit je veux pas être noyé, on arrête l'alcool, tu vois, tu fais ah super, la psychiatrie vraiment géniale, quoi, tu vois, tu traumatises encore plus la personne, c'est whatever it takes. Ouais, non, c'était terrible. Voilà. Bon, il y en a des caisses sur Rush, vraiment, on pourrait faire ça des mais un film interdit au moins de saison, quoi. Probablement. Ou même une série, c'est un peu une série comme Dexter, sauf qu'on est dans la vie intime de ce mec-là, et on voit tout le revers de la médaille avec notre approche, enfin, notre vision moderne. Appel à candidature pour les... Il nous faut du budget, des acteurs, mais ce serait un magnifique projet. Et bien là-dessus... merci à Doméos. Merci à toi, Bhaskar. Et puis on se retrouve sur la 4e vidéo, si Dieu nous prête vie. Salut Internet.